Ah, eh bien, on est là! Un petit Vinem. Yes. On va passer, on va se mettre en ligne du coup. Hop. Ah, je viens de voir que j'ai en place, je sais pas. Ah, la caméra c'est parmi. Bon, on va mettre la caméra du coup. Hop. Et voilà, la caméra elle est là. C'est pas la bonne, je crois. Ça a changé. Ah, il faut que je change un petit peu ça, mince. Bon, hop. Et là, la caméra. Ah, la caméra se met pas en marche. On est en ligne et du coup, on ne voit pas nos têtes. Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Ça. Ah. Les joies du direct. J'ai la voix du direct, ouais. La caméra, elle s'est pas mise en marche. Je vais ajouter, je vais changer le truc du coup. Ça va marcher. Hop. On va changer. Bah, screen share, yes. Ah, celle de d'habitude ne fonctionne pas. C'est bien ça. Et là, ça va marcher. Hop, il faut juste que je change le truc du coup. Je le réduise à la bonne taille. Hop. Hop. Et ouais, le truc était un petit peu bugué. Et voilà. Et là on est bon. Et là, on nous voit bien normalement. Oui, on nous voit bien. Oh là là. Ah ouais, les petites joies du direct bien sympathiques. J'aime bien ça. Ça fait plaisir pour commencer. Un petit bug de caméra qui ne t'a pas voulu s'allumer. Bon, bah là, on nous voit en grand, en blanc. Mais c'est pas grave. Au moins, on nous voit nos belles têtes. Donc j'espère que tu vas bien, mon petit Willem. Bah écoute, ça va, pas trop mal. J'espère que Toi ton vaisseau a l'air bien sympa. Il est comme le mien. Le mien, il est sympa aussi. Mais le tien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton Ah, petit bah j'aime vaisseau. bien le tien, il y a deux, trois petites. Ouais. Il y a deux, trois petites pépites là, intéressantes derrière. Petite Non, bah si amélioration. tu l'as, bah, il a fallu qu'on fasse pas mal de réparations suite à la saison 3 des Chroniques Galactiques, mais Ouais. ça vole, c'est du solide. T'as eu quelques améliorations, ok, cool. Bah en tout cas dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si on m'entend bien, si on entend bien Willem pour commencer. Normalement j'ai mis le son, c'est pour être sûr que tout est bon. Ah, si on nous entend mal, c'est sans doute de votre faute. Ouais, c'est sans doute ma faute parce que vous n'êtes pas dans la même galaxie du coup. Vous n'êtes pas dans la même galaxie que nous. De toute façon, il y a 17 heures de décalage horaire là. Ça À fait 17 heures qu'on a enregistré. 17 heures qu'on enregistre. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, bienvenue à vous à bord du Flow d'Histoire, bienvenue à Willem, merci d'être là, ça fait très très plaisir, je suis très content qu'on fasse ce petit live, ce petit voyage dans une galaxie plus verte, dans la galaxie Star Wars. Et merci en tout cas d'être là, je vous rappelle, dans un mois, on sera en direct, en live pour la SPA, pour récolter des fonds pour le Neustream. N'hésitez pas à taper la commande Neustream ou la commande Event dans le chat. D'ailleurs, je vous ai mis une petite liste de commandes que vous pouvez retrouver en tapant point d'exclamation commande avec un S. Vous aurez plusieurs commandes disponibles pour ce chat, dont la fameuse commande Star Wars. N'hésitez pas à l'utiliser, ça peut être marrant. Voilà, donc en tout cas merci Willem d'être là. Willem du podcast Hyperdrive, hein, bien sûr le contrebandier le plus notoire de la galaxie, de la meilleure fiction audio galactique et de science-fiction. Donc je suis très content de t'accueillir à bord du Flow d'Histoire. Et pour les autres, asseyez-vous bien, rangez vos blasters, on n'aura pour l'instant pas besoin. Et prenez un petit vin coréen, ça sera super sympa. Voilà. Donc Willem, comment tu vas? Bah écoute, ça va, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis je salue toutes celles et ceux qui sont présents et qui nous écoutent ce soir. Et ben très bien, Brando nous dit que c'est très bien sur la bordure extérieure. Et bah c'est parfait, donc le son est si bien ici sur Coruscant, donc tout est parfait. Donc d'abord, Willem, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Moi je sais que tu fais les podcasts Hyperdrive, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi avant qu'on commence ce petit voyage galactique? Bah écoute, effectivement, ouais, j'anime Hyperdrive depuis bien, ça fera 5 ans là, à la fin de l'année. C'est un podcast qui traite de Star Wars et puis de la science-fiction, à grand renfort de fiction audio, hein, c'est ce qui fait un peu la particularité du format. J'écris et je réalise aussi les Chroniques Galactiques, une fiction audio Star Wars garantie sans Jedi. Et je participe à d'autres projets audio, podcasts, etc., qui traitent beaucoup musique et pop culture. Moi, je viens de la radio indépendante. En fait, c'est ça qui m'a amené plus tard au podcast. J'ai démarré assez jeune, hein. Je ne devais pas avoir 18 ans là, quand j'ai démarré la radio. Et puis forcément, de fil en aiguille, le format podcast étant plus souple, puis plus libre, hein, de toute façon, on y va assez naturellement. Pour t'en dire un peu plus, à côté de ça, j'ai un vrai boulot. Je forme des chefs d'entreprise, je forme des entrepreneurs sur tout ce qui est
leur vrai métier, à savoir celui d'entrepreneur. Donc tout ce qui va être gestion, management, stratégie, etc. etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Star Wars parce qu'on est des sites. Hein. J'ai sorti mon meilleur costume de site. J'ai fait un petit décorum site pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance Star Wars. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour ceux qui connaissent pas Twitch, qui sont là pour la première fois, j'ai mis des commandes, ces points d'exclamation, point je commande. Elles sont utilisables à volonté. Il y en a quelques-unes qui vont apparaître normalement au cours de ce live si j'ai bien tout paramétré. Ce qui n'est pas sûr parce qu'il y a un peu de décalage sur la bordure extérieure. Donc peut-être qu'elles arriveront après le stream. Mais du coup, on parlait Star Wars. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Star Wars pour lancer le sujet? Qu'est-ce que ça évoque chez toi, Star Wars? Alors Star Wars, pendant longtemps, j'ai démarré très vite mon monologue de 4 heures quand on me posait cette question. On n'a que deux là, du coup. Maintenant, j'arrive à faire plus court. Star Wars, c'est l'avènement du blockbuster cinématographique, déjà. Il termine d'enfoncer le clou qu'avait planté Steven Spielberg avec Jaws, Les Dents de la Mer, 3 ans avant, en 1974. C'est l'une des plus grandes œuvres populaires de ces 50 dernières années. Enfin, qu'on aime ou pas Star Wars, il faut l'admettre. Mais c'est aussi du cinéma indépendant qui a su transformer toute une industrie 2 fois avant de finir par s'y soumettre. Mais c'est aussi et surtout le récit légendaire de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Bon, pour Claire, il faut taper la commande en attaché, hein, en minuscule, pour faire apparaître la commande. Voilà, pas d'espace. Ah ouais, bah c'est bien, t'as fait court du coup. Hein. 4 heures là, c'est plutôt 4 secondes. Ok, ok. Et qu'est-ce que ça représente du coup aujourd'hui Star Wars pour toi? Alors moi, j'adore Star Wars évidemment, mais je crois que je suis tout autant passionné par le créateur que par la créature. Ce Star Wars, c'est avant tout un homme, seul contre tous, George Lucas, qui s'est lancé sur une idée que tout le monde lui a déconseillée. Il est quand même décidé de se lancer. Beaucoup de personnes lui ont mis des bâtons dans les roues et il a réussi à porter ce projet jusqu'au bout sans jamais faire aucun compromis. Okay. On peut reprocher plein de choses à George Lucas, mais pas le fait de faire des compromis. Il est mu par l'idée d'inspirer les nouvelles générations. Mais il faut savoir que George Lucas, il a commencé à écrire Star Wars en 1973. Donc 1973, guerre froide, guerre du Vietnam, crise économique, choc pétrolier. Et il était un peu inquiet, il était jeune à l'époque, il n'avait pas 30 ans. Mais il était déjà un peu inquiet par la tournure que prenaient les univers imaginaires disponibles pour les nouvelles générations. Donc à savoir cinéma, comics, séries à la télévision, etc., etc. Et particulièrement la science-fiction dont il a toujours été fan, puisque dans cette période-là, la SF était, on va dire, peu optimiste, on va le dire comme ça. Ouais. Si vous prenez toutes les œuvres des années 70, que vous sortez toutes celles qui parlent des dérives du nucléaire, de la surpopulation, du consumérisme et de n'importe quelle dérive capitalisme décomplexé, ou toutes les dystopies qu'il pouvait y avoir, il restait plus grand monde dans les œuvres proposées. Il y avait Star Trek, évidemment, et puis il y en avait aussi d'autres. Mais Star Trek était déjà tourné vers un public un petit peu plus adulte. Mais de manière générale, il y avait un grand pessimisme qui régnait dans la science-fiction. Tu prends Silent Running, Soleil Vert, je sais pas, Rollerball, Monde Ouest, La course à la mort de l'an 2000, etc. Alors c'est que des très grands films, mais c'est tout sauf optimiste, quoi. On est clairement pas, ouais. en plein dans la dystopie des 70s. Et George Lucas, il voulait aller à contre-courant de ça. Il voulait proposer quelque chose de positif, d'inspirant, et c'est ce qu'il a fait avec Star Wars. Au-delà des aspects fantasy, ça propose un monde et une société où il y a des personnes positives, ouvertes, inclusives, qui arrivent à renverser le cours de l'histoire, ce qui va à l'encontre de toutes les dystopies, quoi. Et ça m'a toujours beaucoup plu, d'autant plus que c'est pas comme si la situation s'était améliorée pour nous depuis en Occident ou même ailleurs. Et ça, on en reparlera sans doute, mais ça génère une vraie intemporalité des messages de la saga. Ouais, clairement, ouais. Tu m'as pas les soleils verts, mais ça fait un moment donné qu'il faut que j'aille le voir, celui-là, dans tout ce que tu as cité. C'est vrai que Star Wars, il va vraiment à contre-courant de ça, où le message, quand tu vois la prélogie, on en parle, t'as dit que t'en parlais, où il y a vraiment une grosse histoire d'amour dedans, où c'est un message quand même plutôt positif, sauf sur la fin. Au début, c'est quand même plus sympa.
Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est par rapport. L'univers qui est dépeint est plus. Quand on dit plus joyeux, quand tu vois l'épisode 2 où ils sont sur Naboo, tout se passe bien et tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Y a- ça va à contre-courant pour moi de tout ce qui avait été fait auparavant à cette époque-là. Je sais pas si pour toi tu vois de cette façon en Star Wars. Bah, la prélogie, elle prend absolument tout et tout le monde à contre-courant. C'est-à-dire qu'elle prend, y compris Star Wars, à Mm. contre-courant. Parce que moi, je me souviens très bien de, la, de, la, de la menace fantôme qui est sortie en 99. Moi, j'avais 16 ans, donc je me souviens très très bien. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Et je l'ai mais tellement pas vu venir, et personne ne l'a vu venir. Ah ouais, ouais. Et en même temps, effectivement, ça propose, même au-delà d'effectivement la scène qui était peut-être d'ailleurs un peu trop appuyée de Naboo dans l'attaque des clones, enfin, dès le début de la menace fantôme, on te propose une société qui va plutôt bien, qui a une crise qui démarre et qu'elle va devoir gérer, mais on te propose une grande démocratie ouverte avec des centaines d'espèces aliens, mais qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, et qui vivent ensemble dans une grande démocratie qui est basée sur la liberté. Ça aussi, on reviendra dessus, mais il n'y a pas de force armée, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de force répressive. Il y a des Jedi qui sont les gardiens les garants de la paix, mais ce sont des médiateurs. C'est-à-dire, ce ne sont pas des flics, ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des soldats ni rien. Ils viennent en médiateurs, ils font de la médiation pour régler les conflits. Donc une société qui privilégie énormément le dialogue. Ce qui fait que, effectivement, quand ça démarre, on est sur un univers, ça va vite déraper, mais on pose un constat d'une société qui est en place, qui est plutôt positif, optimiste, et qui fonctionne. Ouais, on a surtout, comme tu dis, la société non violente, ce qui n'était pas du tout le cas des sociétés de base. C'est ça que je trouvais intéressant dans Star Wars par rapport à nos sociétés modernes, où vraiment ils ont une politique où la République n'a pas d'armée. Non. Avant l'ordre, c'est ça qui est assez incroyable. Il n'y a aucune armée qui est présente. Naboo aussi n'avait pas après, à part les forces de défense, n'avait pas d'armée en fait. Euh, c'est c'est assez quelque chose qu'on dans le monde aujourd'hui, on parle par faire un parallèle aujourd'hui avec la vente des sous-marins où tout le monde on a besoin justement d'avoir une armée et des forces militaires. Dans Star Wars, dans l'épisode 1, 2, jusqu'à ce qu'on les clones arrivent, il n'y a pas d'armée. Et ça, c'est quelque chose assez incroyable. C'est comment on peut bâtir une société justement non violente et basée sur la confiance, même les Jedi, ils sont pas là pour attaquer, ils sont là vraiment pour, comme tu dis, comme gardiens de la paix, comme défenseurs, mais en aucun cas pour attaquer, quoi. Ouais, et, et puis quand on creuse et qu'on va au-delà un peu des films, cette société-là, l'année de 1999, la sortie de la menace fantôme, la République galactique a 999 ans. Elle va fêter ses 1000 ans. Et avec un slogan qui sera 1000 ans de paix. Ça veut dire qu'en plus, c'est pas un truc récent qui vient de se monter et qui tient pas, quoi. C'est un modèle qui a fonctionné très très longtemps, quoi. Donc c'est une démonstration très optimiste d'un gigantesque vivre ensemble. Et ça fait partie des choses que George Lucas a voulu insuffler dans sa saga, de manière encore plus appuyée dans la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, mais c'était déjà des choses qu'on retrouvait dans la trilogie originale, où on a un monde qui va mal, écrasé, tyrannisé, et une population qui refuse ce destin et qui décide d'entrer en résistance pour offrir un monde meilleur à tout le monde, humain ou non, etc. Et dès le départ, cette dynamique positive est présente dans Star Wars, cette dynamique optimiste en fait. L'espoir et l'optimisme sont très présents. Ouais, t'as l'espoir aussi, t'as mis un point sur un truc important qui est justement aujourd'hui cause de conflit aujourd'hui chez nous, c'est la politique d'inclusion. Ou comment ils ont réussi à avoir inclure, je sais pas si tu avais des points sur cette question-là, mais qui est hyper intéressant, comment ils ont réussi à inclure toutes les différentes races, différentes religions en fait dans la société, parce que la société fonctionne bien, et il y a une diversité culturelle assez incroyable en fait dans la société de Star Wars. Oui, oui, oui. Alors après, si tu veux aller plus loin dans les explications, c'est aussi quitter le territoire de George Lucas pour aller dans celui de l'univers étendu, Ouais. qui est maintenant l'univers légende, puisque Disney a écarté tout ça et a considéré que ce n'était plus à prendre en ligne de compte. Mais il y a eu des
conflits, il s'est passé énormément de choses avant d'arriver à ce modèle-là. Hein. L'histoire de Star Wars remonte dans l'univers étendu à, je crois qu'on est à plus de 6000 ans, hein. Avant avant l'épisode 4, avant l'explosion de la première étoile noire. Donc il s'est passé énormément de choses, il y a eu énormément de guerres, énormément de conflits, etc., avec des partis pris en fonction des planètes, des espèces, etc. Mais de manière générale, à part l'Empire, qui est lui ouvertement raciste, xénophobe, enfin tu vois, dans les films de George Lucas, il n'y a pas une seule femme du côté de l'Empire. On n'en voit pas une seule. Ce sont que des hommes blancs. C'est ça, hein, l'Empire galactique de George Lucas. Et c'est pas parce que c'était l'époque. Hein. Ouais. C'est une volonté qu'il avait dès le départ. Derrière, il y a cette idée, en fait, de... Je pense, là je suppose, hein, parce que je pense pas que ce soit quelque chose, en tout cas moi, que j'ai pas lu de traitement particulier dans un livre là-dessus. Je pense que pour George Lucas, c'est quelque chose qui s'intègre de manière tout à fait logique, de cette idée qu'après chaque espèce va avoir ses spécialités culturelles et puis aussi ses spécialités économiques. On va avoir des aliens qui vont être très bons dans la construction des vaisseaux, par exemple. Ça va être le cas des Mon Calamari, comme l'amiral Akbar, par exemple. On en a d'autres qui vont avoir une planète qui va être riche en minerais, des troisièmes qui vont être plutôt bons pour le commerce, etc. Voilà. On a des spécialités liées à leurs espèces, c'est-à-dire que les espèces ont leur identité. On n'est pas sur quelque chose, on ne lisse pas toutes les cultures et toutes les différences pour en faire quelque chose de complètement nivelé. Chacun conserve ses spécificités, ses différences. C'est pour ça aussi qu'on voit plein d'aliens qui ne parlent pas le basique, la langue classique des humains notamment. Il y a énormément d'espèces qui ne parlent pas cette langue-là, et ce sont les humains qui font l'effort de comprendre la langue. C'est le cas pour les Wookiees, c'est le cas pour les Rhodiens, c'est le cas d'énormément d'espèces. Et ça aussi, c'est très intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'on s'intègre tout en conservant nos différences culturelles, quoi. Ça, c'est un modèle hyper intéressant. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre aussi. Hein. C'est des questions sur Star Wars, etc. On est là, on est présent. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On y répondra avec grand plaisir. Mais ça, c'est intéressant. En politique, c'est un petit peu la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Je sais pas si tu connais un petit peu, où chacun se met en fait dans ce qu'il est le plus compétent et se met au service des autres. En fait, les gens vont lui acheter, par exemple, dans la théorie de Ricardo, je crois que c'était les Portugais qui étaient bons pour faire du tissu. Du coup, là, ce serait les Trandochiens qui seraient bons pour faire je sais pas quoi, les Mon Calamari pour faire des vaisseaux. Et du coup, on va voir ces personnes-là pour faire ce produit, et eux vont nous voir pour faire le produit dans lequel on est compétent. Je sais pas si ça c'est un critère de réussite de ce modèle-là. Je pense qu'il y a de ça, ouais, je pense. Alors après, les Bonsoir Elise. Ils sont plutôt spécialisés dans l'esclavagisme, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas continué la phrase. Hein. T'es pas le bon exemple, Non, mais c'est... Enfin, effectivement, ouais, c'est tout à fait. Voilà, c'est ça, exactement, la théorie de Ricardo appliquée à Star Wars. Ouais, je mets un peu mon bagage de sciences politiques au service de Star Wars pour l'occasion. Ah bah c'est parfait, c'est la bonne occasion. Voilà, parce que bon, le but, c'est quand même de trouver des solutions pour construire le monde de demain grâce à Star Wars. On en a donné une. Ce modèle de société, moi je trouve que c'était hyper intéressant de ça, réussir à le prendre. Est-ce que tu en avais un, du coup, parce que c'était le but, c'était un peu l'écologie, tu en avais un sur l'écologie, du coup, appliqué à ce modèle? Un truc dans l'écologie que Star Wars fait bien et qu'on pourrait s'inspirer. Alors, l'écologie dans Star Wars, c'est quelque chose qui est intéressant, mais en même temps, il faut lire entre les lignes, parce que George Lucas, à travers sa trilogie de films, et particulièrement à travers la prélogie, il tacle la globalisation, tacle le libre-échange qu'il prend et qu'il projette, enfin plus que le libre-échange, je dirais le capitalisme décomplexé, et il le projette à l'échelle d'une galaxie tout entière. Ça fait que, du coup, on a une dynamique écologique, mais plutôt pour moi dans l'idée de la préserver. Enfin, je pense que c'est particulièrement éloquent dans La Revanche des Sith, quand les droïdes séparatistes se battent face aux Wookiees. On voit une planète absolument époustouflante, avec un peuple qui est en communion parfaite avec la nature de sa planète, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont construire des bâtiments sur les arbres, ils vont pas couper les arbres, ils vont pas faire des trous dans les arbres, ils vont poser leurs bâtiments sur les arbres, vraiment dans une dynamique un peu de symbiose avec la nature. Et en face, on a une armée complètement mécanique qui arrive et puis qui fracasse tout, quoi. Et ça nous amène à un message qui est aussi important
pour George Lucas, je Ouais. pense, c'est que c'est quelqu'un d'optimiste, mais c'est pas quelqu'un qui rêve éveillé non plus. C'est quelqu'un qui est très conscient de la réalité des choses, Ouais. telle qu'elle était dans les années 70 et telle qu'elle était dans les fins des années 90, début 2000. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère qu'il faut absolument préserver tout ce qu'on considère comme acquis. Il met en avant un peu la fragilité du système dans lequel on vit. Et donc dans le système, il y a notre société, il y a notre environnement, et il y a tout ça, et il y a notamment une dynamique écologique. Euh, Après, euh, il y a une véritable... je dirais toutes les planètes qui sont vertes dans Star Wars, on nous propose en fait une civilisation qui a intégré ça et qui s'est adaptée à ça. C'est-à-dire qu'on on voit pas, par exemple, sur Naboo, on voit énormément de verdure, etc. On voit de beaux bâtiments qui sont là, mais on n'a pas, c'est pas un truc en béton avec 3 arbres plantés au milieu, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement intégré à sa direction artistique. Et puis pour la planète des Wookiees, c'est particulièrement éloquent ce qu'il a voulu faire, quoi. Ouais, parce que oui, ils vivent carrément en intégration avec leur milieu, quoi. Ils se vivent dans les arbres, c'est pas rien, ça. On parlait de la période hippie où les gens ils étaient un petit peu en contre-société. Je sais pas si les Wookiees, on pourrait référer à cette contre-société, contre-culture où on vit vraiment contre la société. Tu parlais qu'ils voulaient casser le libre-échange. Moi, j'avais un peu cette impression-là avec la société des Wookiees, même d'autres, qui vivent totalement en autarcie par rapport à la galaxie. Ah, il y en a plusieurs, hein, et c'est pas forcément. Et puis c'est pas forcément des peuples belliqueux ou quoi que ce soit, hein. On le voit avec Naboo déjà, Mm. avec les Gungans, le peuple Gungan. de Jar Jar Binks. Ils vivent en autarcie. Le Mais Seigneur ils vivent Si, Jar Jar Binks. complètement en autarcie. Ils ne veulent même pas avoir affaire avec les humains qui sont tout autant originaires de cette planète qu'eux, quoi. Donc ils vivent complètement dans leur bulle, quoi. C'est aussi le cas des maîtres cloneurs qui vont fabriquer Les l'armée Kaminoans, des ouais. clones. Voilà, ils quittent pas la planète, hein, ils restent chez eux. Ils font leur business, on vient les chercher, et puis voilà. Mais je pense que le message qui intègre un peu l'écologie dans ce qu'a proposé George Lucas, pour moi, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance dans une forme assez simple, qui est que dans toutes les strates de la société, politique, entrepreneuriale, environnementale, sociale, la bienveillance, pour lui, doit être présente à l'échelle individuelle et collective. C'est même le précepte de la force, hein. Ouais. Un Jedi doit s'ouvrir à la force, et la force étant chaque être vivant. Donc le message, il est clair. Il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux vivants, s'ouvrir au monde, prendre conscience de ce qui nous entoure de manière concrète, quoi, lucide. Ouais. Et ça, c'est vraiment un fil rouge qu'on retrouve à travers ces 6 films. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, il a mis en place plusieurs sociétés qui sont totalement différentes et diversifiées. Est-ce que pour toi, à travers ces sociétés totalement diversifiées comme les Wookiees, on parlait de Trandoshan, les Gungans, les Naboo, les Kaminoans ou même les personnes qui vivent sur Coruscant, quel message il a voulu renvoyer en fait, George Lucas, de la société? Est-ce qu'il a voulu renvoyer un message particulier à ton avis ou... Alors là, bon, de toute façon, c'est le principe de George Lucas, c'est-à-dire que je peux te donner mon interprétation. Ouais, Ça c'est le sera pas une but. grande vérité générale. Moi, je pense que George Lucas, le message qu'il nous envoie, et on retrouve un peu ça dans... Je vous conseillais 2 bouquins intéressants tout à l'heure. On peut en conseiller ses quelques-uns. interviews, Ouais. des choses qu'il dit. Son message, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se comprendre pour vivre ensemble. Et tu vois, les Jedi, quand ils arrivent sur Naboo, qui font face aux Gungans et qui doivent les négocier de diplôme, ils comprennent pas trop pourquoi les Gungans ils sont agressifs avec eux, pourquoi ils veulent pas monter soutenir les humains, etc. Bah, ça les empêche pas d'avancer, quoi. On voit énormément de peuples d'aliens, etc. Même sur Tatooine, quand ils discutent, quand les Jedi arrivent sur Tatooine et qu'ils voient une planète très pauvre, on est vraiment en bordure extérieure de la République, où elle est à peine présente, c'est à peine s'ils reconnaissent la République. Bon bah voilà, ils font avec, quoi. Les Jedi, ils sont même pas particulièrement choqués par ce qu'ils voient. Voilà, c'est notre culture, on s'adapte, on y va. Et ils s'adaptent. Il va devoir miser sur un petit gamin pour remporter une course qui va lui permettre
de récupérer ses pièces de vaisseau et de repartir. Il sort pas son sabre laser pour lui trancher la tête et prendre les pièces dont il a besoin, quoi. Il s'adapte. Il s'adapte. Il comprend pas nécessairement toutes les motivations qui sont derrière ce comportement, mais il s'adapte et ça les empêche pas de vivre ensemble. Et ça, c'est aussi intéressant, je trouve, comme message. D'accepter un peu les différences culturelles, de pas forcément les faire s'entrechoquer systématiquement, quoi. Est-ce que pour toi, ça c'est un des enseignements qu'il a voulu transmettre, ce vivre ensemble? On en a parlé tout à l'heure juste avant, c'est qu'il y a une diversité culturelle dans certaines villes comme Coruscant. Il y a des civilisations différentes qui vivent chacun de son côté, mais qui ont chacun une utilité en fait, et qui du coup ils s'échangent les services. Est-ce que c'est quelque chose que il a voulu transmettre? Est-ce que c'est un enseignement qu'on pourrait tirer de Star Wars? Ouais, je pense effectivement que c'est un enseignement qu'on peut tirer de Star Wars et qui s'intègre dans quelque chose d'un peu plus large, je pense, pour George Lucas. C'est à nouveau, c'est la bienveillance en fait. Parce que les personnages se dispersent, ils font plein de choses, ils se rejoignent, etc. Mais même, tu vois, Han Solo, il va démarrer dans Star Wars l'épisode 4 comme un contrebandier égoïste. Il terminera dans le Retour de Jedi en général de la rébellion qui partira en première ligne avec ses troupes. C'est-à-dire qu'il s'ouvre complètement aux autres. Il est dans une bienveillance vis-à-vis de ce qui l'entoure. C'est le cas de la bataille de Naboo dans la menace fantôme. Les Gangans décident finalement de s'ouvrir au peuple de la surface et d'aller les aider. Donc de la bienveillance généralisée en fait. Et puis aussi de l'optimisme. Or pas un optimisme excessif, un optimisme un peu plus réaliste, concret, mais pour moi c'est les deux éléments de la bienveillance et de l'optimisme, c'est-à-dire partir du principe que si on peut s'en sortir, on peut aller au-delà, on peut se réinventer, on peut évoluer. George Lucas dans une interview il disait je suis un optimiste cynique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux, qui est conscient de la nature humaine, qui est conscient des travers que peuvent avoir nos sociétés occidentales, mais ça ne l'empêche pas de considérer que les choses peuvent s'améliorer. Et du coup, ça me fait penser à un point. Est-ce que du coup, quand tu vois cette évolution des personnages, tu parles des Gungans, tu parles de Han Solo, du coup, d'être bienveillant, d'aller vers les autres, de s'ouvrir, est-ce que j'ai l'impression à travers ça c'est que c'est un message de il faut se comporter comme ça, il va t'arriver des bonnes choses et tu vas être utile aux autres et on va te le redonner en retour. Comme tu dis, les Gungans, bah après ils sont intégrés dans la République. T'as Jar Jar Binks qui devient ambassadeur au Sénat, t'as Han Solo qui devient général. Et ça, c'est pas un message dans lequel on peut s'appuyer dessus pour se dire en faisant des bonnes actions, en s'ouvrant aux autres, bah il va t'arriver des bonnes choses et tu vas être remercié derrière. Bah oui, et puis j'ai même envie de reboucler en te disant que ça fait partie, c'est le précepte Jedi, hein. Cette idée d'être quelqu'un d'optimiste, de conscient de son environnement, de conscient de ce qui se passe autour, de ne pas réagir avec des pulsions premières, etc. Ça fait partie, je pense, effectivement, du message envoyé par George Lucas et qu'il présente en symétrie inversée dans la prélogie avec la chute d'Anakin Skywalker et l'avènement de Dark Vador, où c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que plus il va réagir avec violence, plus il va réagir de manière égoïste, c'est particulièrement éloquent dans l'attaque des clones, plus il va s'enfoncer en fait dans le désespoir, quoi. C'est-à-dire que pire ça va être en fait à chaque fois. Et du coup il va réagir encore plus violemment et ça va être de pire en pire jusqu'à ce qu'il ait tout perdu en fait. C'est la descente aux enfers. Donc après ça renvoie vers plein de choses très, très philosophiques, ça renvoie à beaucoup de développement de personnel, etc. Mais ouais, moi je pense que l'idée de George Lucas, elle est de... Et ça représente un peu sa façon de faire société, c'est-à-dire George Lucas, il prône pas tant les valeurs d'égalité que des valeurs d'équité dans Star Wars, si tu creuses un peu. C'est-à-dire qu'il faut faire, non pas forcément pareil que les autres, il faut faire ce dont toi tu es capable, et chacun fait ce dont il est capable, et la société fonctionnera comme ça. Et je pense que c'est aussi cette idée d'équilibre dans la force. C'est pas un équilibre entre les gentils, les méchants, les bonnes et les mauvaises actions, etc. C'est simplement de dire que notre monde est un équilibre à tous les niveaux, et que pour un équilibre dans le sens où c'est quelque chose qui est fragile et qu'il faut maintenir,
Et pour ça, il faut que chacun fasse ce qu'il est capable de faire, que chacun fasse sa part pour que cette dernière elle tienne, quoi. Et on le voit, par exemple, dans Le Retour du Jedi, Han Solo et Lando, ils font des choses très différentes sur le final du Retour du Jedi. Mais sans leurs efforts conjoints, ils auraient perdu. Et finalement, cet équilibre nous amène moins à de l'égalité qu'à de l'équité. Et c'est une valeur très intéressante, je pense, qui mérite d'être creusée dans une réflexion sur notre monde de demain. Ça, c'est une réflexion hyper intéressante parce qu'à mon sens, aujourd'hui, on met surtout en avant l'égalité. On veut que tout le monde ait la même chose. Et là, dans Star Wars, ils sont partis à l'opposé sur ce terme d'équité. Et je pense que c'est une valeur sur laquelle on peut s'appuyer parce que c'est totalement différente. L'égalité, pour ceux qui. Bon, c'est donner la même chose à tout le monde. Et l'équité, c'est donner à chacun en fonction de ses besoins. Pour faire simple. Et c'est quelque chose sur lequel, ouais, pour bâtir la société qui pourrait être hyper intéressant à creuser. Ça fait partie des enseignements pour créer la société de demain. Et comment tu verrais qu'on pourrait appliquer ce que tu as vu dans Star Wars à notre société, à nous, du coup? Dans notre principe d'équité, déjà, je pense qu'il faut se. Alors là, tu me poses une question, j'avoue. Tu me demandes d'être un peu plus concret là, mais je sais pas, je pense que ça peut être un principe d'équité, mais c'est des choses qui sont déjà en place dans notre société. Simplement, c'est des choses sur lesquelles il y a toujours une exception, un cas particulier, quelque chose qui fait que, etc. Mais tu vois, on peut réfléchir. Moi, je pense que l'imposition, c'est déjà la meilleure façon d'intégrer de l'équité dans notre société, je pense. Ça peut être aussi quelque chose sur la répartition un petit peu de l'influence des territoires, c'est quelque chose aussi qu'on peut tout à fait intégrer. C'est quelque chose aussi qui peut... c'est pas évident comme question. Ah non, c'est pas évident. De toute façon, à partir du moment où on commence... En fait, ouais, cette dynamique d'équité, c'est individualiser les règles selon une grille commune, mais qui s'applique de manière individuelle ou à des groupes de personnes relativement restreints. Bon, quand on voit comment on vient comment la législation, les taxations, l'imposition est en train d'évoluer, on se rend compte que c'est quelque chose qui est... on en est encore loin, quoi. Après, ça nécessite beaucoup d'individualisation, donc beaucoup de boulot, beaucoup de ressources derrière pour mettre tout ça en place et pour en effectuer un suivi, quoi, à l'échelle d'un pays. Mais je pense que l'équité est quelque chose effectivement de très intéressant et à creuser. Ça se fait pas mal dans les petites entreprises, je trouve. Moi qui ai une bonne expérience de la PME, je trouve que c'est quelque chose qui se met assez facilement en place dans les nouveaux modèles de PME. Nouveaux modèles de PME dans le sens les jeunes PME. Je trouve que c'est quelque chose qui se met assez facilement en place avec l'aide des nouvelles générations qui rentrent dans le monde de l'entreprise et auxquelles les employeurs s'adaptent. Et je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus... on est moins dans des modèles figés et rigides qu'avant. Donc moins dans l'égalité et plus dans l'équité. Et dans Star Wars... Je sais pas si je suis clair. Ouais, si. Bon, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on éclaircisse les points. Ça nous fera plaisir. Et du coup, sur le système, moi, il y a une question toujours épineuse sur Star Wars, c'est au niveau politique. Parce qu'on voit, il y a un énorme basculement. On parlait de l'épisode... le début de la prélogie qui est plutôt optimiste. Et du coup, vers la fin de l'épisode 2, voire l'épisode 3, ça commence à être de toute façon pessimiste. La démocratie s'évanouit sous un tonnerre d'applaudissements. Comme dirait Padmé. Donc, oui. Comment on peut en arriver à une société de paix de 1000 ans où alors ça se détruit tout, et pour éviter en fait ce genre de choses où on laisse passer à une dictature qui peut être destructrice, comme on voit dans la suite dans la trilogie originale. L'enjeu qui fait basculer la démocratie en dictature dans cette prélogie, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour plus de sécurité, on renonce à tout, on renonce à plein de choses, et à la fin on renonce à tout. Et on est content de le faire parce qu'on a encore plus de sécurité. C'est ça qui se passe dans la prélogie. Alors derrière, il y a une dynamique de complot. Donc c'est pas artificiel, mais c'est un peu plus compliqué parce que on met justement la pression au Sénat
en faisant carrément de l'ouverture de la revanche des Sith, enfin la guerre, elle a lieu au-dessus de Coruscant, quoi, au-dessus de la capitale de la République. Donc il y a une pression qui est énorme sur la population, qui retransmet cette pression au Sénat, hein, c'est ça qui se passe. Et le Sénat finit par flancher. Donc l'enjeu, c'est la sécurité. Et ça aussi, je trouve ça d'une éloquence remarquable par les temps qui courent. L'enjeu, la liberté et la sécurité, c'est quelque chose que j'ai mis d'ailleurs dans un épisode, un des derniers épisodes de ma fiction audio. La liberté s'entrechoque forcément avec la sécurité à un moment ou à un autre. Dans nos sociétés occidentales, hein, il y a peut-être d'autres modèles où ça fonctionne. Et l'une finit toujours Kevin. par avaler l'autre à un moment. Et l'équilibre est très très dur à préserver si on n'a pas conscience qu'il est important de maintenir cet équilibre. Et c'est ce qui se passe dans cette prélogie. Et il y a un autre aspect qui est très important dans Star Wars, même s'il est moins évident à intégrer quand on regarde les films comme ça rapidement, c'est la communication. Le dialogue, c'est quelque chose qui est très important dans la prélogie. C'est-à-dire que il y a cette dynamique de médiation avec les Jedi, ça on en a parlé, mais Luke Skywalker dans la trilogie originale, il tente de convaincre Dark Vador avant et même pendant qu'il est en train de l'affronter. Il essaye de convaincre Jabba de libérer ses amis jusqu'au dernier moment, etc. C'est-à-dire que la communication et la médiation, c'est au cœur de la saga. Et dans la prélogie, les Jedi, dans leur duel avec Dark Maul, ne communiquent pas du tout. Ils échangent pas un mot avec lui, ils ne parlent même pas entre eux. À partir du moment où ils arrivent, ils lui rentrent dedans. Et lors de l'affrontement entre Obi-Wan et Anakin, ils ne font que se reprocher l'un l'autre d'être tels qu'ils sont. Mais c'est un affrontement verbal, c'est-à-dire que c'est vraiment il y a une absence de communication qui ne fait aussi qu'alimenter ce conflit. En tout cas, c'est comme ça que le présente George Lucas, c'est de dire la communication et la médiation, ce sont des valeurs très importantes qui empêchent justement la violence commence là où les mots s'arrêtent. Et c'est un peu aussi le précepte de George Lucas. Ça c'est hyper intéressant. T'as un phrase, j'adore ça, hein. La violence commence là où la discussion, enfin la communication s'arrête. Ça fait place à notre société aujourd'hui qui est un peu une société de communication et de l'importance des mots, l'importance de la parole donnée. On en reviendrait toujours au sous-marin tout à l'heure, hein. Mais voilà, la communication est une valeur assez fondamentale. Et du coup, toi, tu l'interprètes de quelle façon dans Star Wars? Est-ce que donne une importance par rapport quelle importance tu le vois dans la communication par rapport à notre monde aujourd'hui pour s'en inspirer en fait pour éviter les mêmes erreurs que justement tu viens de voir dans Star Wars? En fait, pour moi, il y a deux formes de communication et on va reprendre les deux exemples qu'on a dans Star Wars. On a Luke Skywalker et Dark Vador qui discutent, qui communiquent et qui communiquent et qui échangent pendant le combat du Retour du Jedi, où Luke Skywalker essaye de le convaincre, lui explique, lui donne des arguments, et Dark Vador qui absorbe ce que lui dit Luke Skywalker et qui finit par se laisser convaincre. Et on a l'échange entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar à la fin de la Revanche des Sith, où ils se traitent mutuellement de tous les noms avant de se mettre dessus. Ils communiquent sur ces deux scènes, il y a communication. Mais il y en a une des deux où il y a une véritable écoute de ce qui se passe de la part des deux personnages. Et dans l'autre, pas du tout. Pourtant, tu vois, si c'était sur Twitter ou sur Messenger, ça ferait des tweets et des messages, quoi. Il y aurait des messages envoyés. Mais il y a un émetteur qui ne cherche pas à convaincre la personne d'en face et un récepteur qui ne cherche pas non plus à être convaincu. C'est-à-dire que chacun est fondamentalement persuadé d'avoir raison, y compris sur des sujets très importants auxquels ils ne comprennent absolument rien. C'est pas la question. Enfin, je pense que preuve a été faite sur les 18 derniers mois qui sont passés, quoi. Donc il faut retrouver une communication, c'est-à-dire un émetteur, un message, un récepteur. Et du coup, il faut et ça c'est un peu mon boulot, donc du coup c'est un petit peu plus facile. Il faut... si tu veux, il y a une grande différence dans la communication entre ce qu'on pense dire, ce qu'on dit et ce que la personne comprend. Et ça, si la personne elle comprend de travers ce qu'on lui dit, c'est pas de sa faute.
c'est de la faute de celui qui a formulé le message, qui n'a pas adapté son message à la personne à qui il voulait le transmettre, quoi. Donc je pense qu'il faut revenir à un peu moins de floude Ouais. et un peu plus de vraie communication. Mais ça peut faire vite un peu boomer aussi, donc faut faire gaffe à ce genre d'argument. Ouais, faut faire attention. Mais du coup, pour Star Wars, comment tu penses que Star Wars peut nous aider, du coup, avec tous les éléments que tu viens de nous donner, à créer la société de demain? De quelle manière il pourrait nous aider? Euh, En tout cas, une meilleure société qu'aujourd'hui, hein. Oui, bah, dans cette idée-là, j'imagine. Sinon, on va plutôt s'inspirer de Mad Max. Voilà. Mais euh, comment Star Wars pourrait nous aider? Je dirais, à nouveau, c'est compliqué. Si tu demandes ça à quelqu'un d'autre, il va avoir une vision complètement différente, hein. Mais Ah ben, je je demande pense au que contrôlier le plus célèbre, hein. Voilà, toujours. je pense que ce qu'on pourrait en tirer, c'est en fait il y a deux choses. Il y a la façon dont George Lucas présente euh, la société telle qu'il la voit, telle qu'il la dépeint, sachant que lui, c'est un baby boomer, hein. Il est né en 1944, hein. Donc lui, il a vécu la guerre froide, il a vécu les années Reagan, il a vécu beaucoup de choses assez tendues là-dessus. Mais moi, je pense que il y a cette idée pour moi de George Lucas, pour moi, c'est une des leçons à retenir, c'est cette idée que tout ce que nous offre notre société aujourd'hui, tout ce que nous considérons comme acquis, est fragile. La société, dans ses aspects positifs, j'entends, peut disparaître en une fraction de seconde si nous n'en prenons pas soin et si nous ne veillons pas à la préserver. Et si la prise de conscience se fait enfin au niveau écologique, bah, c'est encore loin d'être le cas en ce qui concerne plein d'autres facettes de notre monde. Et je pense qu'il faut veiller en ces temps de pandémie qui attirent l'attention de tout le monde, y compris nos instances dirigeantes, ces temps de désordre civil, de montée des pensées radicales, des informations, etc. Peu importe ses convictions sur tous ces sujets-là, il est toujours important de garder cette fragilité de notre système à l'esprit, que tout ce qu'on considère comme des choses inébranlables, des fondamentaux de notre société, peuvent disparaître simplement parce qu'on se focalise à un moment sur un aspect qu'on juge déterminant, et c'est souvent le cas, hein, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du reste. Il faut faire très attention à ça. Tu vois, j'ai fait une petite recherche. Entre 2000 et aujourd'hui, il y a eu 40 coups d'État dans le monde, sans compter les Bolsonaro, les démocratures comme celle d'Orban et j'en passe, hein. Pour moi, c'est une des grandes leçons de cette saga. Tout comme Rollerball nous interpelle sur la dictature du divertissement et plein d'autres œuvres SF majeures, hein. Je pense que ça, c'est très intéressant. Et bienvenue Chaotix, hein. Installe-toi bien. Non, on dit bonjour dans le chat, du coup je dis bonjour aussi. La deuxième, je pense, c'est le rapport à la violence. Lorsque la République sombre dans la violence en déployant l'armée clone, en fait, elle a d'ores et déjà perdu. Et ça se ressent autant dans la musique que dans le déroulé de l'action. C'est une guerre pour rien, puisque la même personne chapeaute les deux camps. En fait, la violence n'a à être légitime qu'une fois, particulièrement dans l'univers Star Wars. Ensuite, c'est juste un déroulé de bataille où on se pose plus de questions. On fonce, quoi. Et le génocide des Jedi, qui est un moment absolument dramatique, aux yeux du public, c'est qu'une révolte de plus à mater, aux yeux de la population, du Sénat, etc., quoi. Et c'est comme ça que l'empereur détourne Anakin, en fait. Il ne cesse de lui répéter que la violence, la pulsion violence, la vengeance, la haine, etc., qu'il s'agisse d'une personne en particulier avec Obi-Wan ou d'un peuple entier avec les Hommes des Sables, sont légitimes. Et au final, il l'entraîne sur la pente glissante de la violence, qui devient son marteau, et puis tout devient un clou, quoi. Et c'est le précepte de Yoda, finalement. Que quand il dit que le côté obscur est plus facile, plus séduisant, etc., c'est la violence, finalement, qui est plus facile et plus séduisante. On règle plus vite son problème en le flinguant, hein. Mais c'est aussi le chemin vers le chaos, et puis après, c'était terriblement prémonitoire avec, par exemple, le 11 septembre, et toutes les dérives épouvantables qui ont eu lieu en Irak, en Afghanistan, à Guantanamo, etc. Bon, on nous dit d'ailleurs la violence vient toujours de ceux qui nous gouvernent, c'est bizarre. Elle démarre là où les mots s'arrêtent. Voilà, elle démarre là où les mots s'arrêtent. Continue de parler du coup, faut continuer à parler. Continue à parler le chat.
Mais pour reprendre justement par rapport à cette violence qui vient de ceux qui nous gouvernent, je trouve qu'il y a un exemple, cette banalisation de la violence, pour moi, c'est un vrai danger. Alors pas la banalisation à travers les jeux vidéo, hein, la banalisation concrète dans la rue, quoi. Et avec les gilets jaunes, on l'a vu, enfin, je sais pas, toi ou ceux qui nous regardent, comment ils l'ont vécu, mais moi, je sais que par exemple, moi, j'ai été vraiment choqué par les premières blessures graves provoquées par les grenades de désencerclement, les Mm. flashballs, etc. sur les gilets jaunes, quoi. Les blessures de guerre. Et ensuite, on n'y a même plus prêté attention, en fait. Elle s'est banalisée à une vitesse incroyable, quoi. Alors que c'est des vies qui sont détruites pour des gens qui manifestent dans la rue. Donc, je pense que ça, c'est une leçon aussi à tirer, c'est qu'il faut la banalisation de la Mm. violence. Pour moi, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, de désordre civil, etc. Et puis Ouais. le dernier, je pense, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mm. C'est-à-dire que lorsqu'Anakin il exécute le comte Dooku, qui est un ennemi désarmé, il pense faire ce qui est juste sur le moment. Le Sénat pense bien faire en déployant l'armée clone, les Jedi pensent bien faire en prenant le lead d'une guerre totale contre les séparatistes. Et puis il y en a plein d'autres des exemples comme ça. Et au final, toutes ces bonnes intentions, bon, elles servent les desseins de personnes dont les intérêts sont liés à ces désordres, c'est du pur complot, mais Mm. toutes ces bonnes intentions mènent à l'effondrement complet de la société. Ouais. Finalement, George Lucas, il condamne un peu l'idée que la fin justifie les moyens. Ah, C'est Machiavel. voilà, l'idée que si ma cause est juste, tous les coups sont permis. Mm. Et en ces temps de justice sociale, de harcèlement en ligne, à nouveau d'opinions fortes sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, bah, je trouve ça très éloquent. C'est hyper intéressant. Et pour répondre à Chaotix, c'est bah non, malheureusement, les subs ne sont pas encore débloqués. Il faudra revenir sur les 2 prochains lives pour débloquer les subs. Il me manque 2 lives pour débloquer les subs sur la chaîne. Voilà. Donc, au plaisir de t'accueillir dans les 2 prochains lives, dont celui de vendredi. Et pour faire un parallèle avec ce que tu viens de dire, ouais, c'est moi j'avais fait une étude, j'avais associé Machiavel du coup à cette pensée-là, qui avait beaucoup d'inspiration Mmh. de comment, du coup, pour ceux qui connaissent pas Machiavel, qui avait dit comment garder le pouvoir, du coup, le machiavélisme c'est un petit peu galvaudé comme terme parce que machiavélique n'est pas du tout associé à Machiavel. Quand on lit ces 2 bouquins, des quêtes de titre livre et le prince de Machiavel, totalement différents. Mais dans le prince, il nous apprend comment se maintenir au pouvoir par différents moyens qui sont pas forcément les meilleurs et que l'empire du coup utilise à plus ou moins grande échelle. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ouais. Et finalement, ça pose. Parce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que George Lucas n'empêche pas les actions radicales pour autant. Tu vois, l'épisode 4, ne serait-ce que le film en lui-même, c'est une action radicale. Ouais. Tellement le film, il allait à rebours de tout ce qui se faisait à l'époque. Mais c'est la question des limites morales des actions qui doit se poser. Qu'est-ce qui rend mon combat légitime? Qu'est-ce qui rend cette action juste, morale ou éthique pour une entreprise, par exemple? Et les vertus, moi, je pense, qui se retirent, qu'on peut sortir de Star Wars sur notre société à venir, je pense que c'est les vertus de la connaissance et de la compréhension des causes, la recherche de la cause des causes. Et je pense que c'est ça qui constitue aussi toute la prélogie. Toutes Ouais. les causes de cette guerre civile ont une cause, mais personne ne la cherche. Chacun est accaparé par les différents symptômes qu'ils prennent individuellement, et du coup, ils sont infoutus d'établir un diagnostic global de ce qui se passe. Et il serait intéressant de chercher la cause des causes de chacune des difficultés qu'affronte notre société, de tirer des fils, de lever les yeux du microscope, et de regarder la situation avec de la hauteur et de voir un peu où est-ce que ça nous amène. Alors je ne parle pas de complotisme ou d'une entité vaporeuse qui tirerait des ficelles, mais simplement de prendre de la hauteur sur nos enjeux, puisqu'une action peut avoir plusieurs conséquences. Il faut élargir son spectre et pas analyser ses conséquences une à une. Sinon Ouais. on traite un symptôme, mais on ne traite pas la maladie, quoi. Bah, je suis totalement d'accord. En plus, on a 2 questions, je trouve hyper intéressantes sur le chat là. La première, on disait que il y a une analogie en fait avec la prélogie qui serait celle du gouvernement Bush et la trilogie qui serait celle de l'ère Reagan. Est-ce que, bon, c'est l'ère Reagan avec la guerre des étoiles, mais est-ce que toi tu trouves que ça te fait sens, ça, ou pas du tout? Ouais, ça fait sens. Particulièrement pour la partie Reagan. Ça fait terriblement sens. George Lucas, il a toujours détesté Ronald Reagan. Et c'est pour ça qu'il l'a attaqué en justice pour son projet Star Wars. Hein. C'est parce qu'il aimait pas ce mec. Avant tout. C'est pas juste pour une question de nom. C'est Ouais. que c'était la goutte d'eau. Il a jamais aimé ça. George Lucas, c'est quelqu'un qui est
il est très copain avec John Milius. Ils ont fait leurs études ensemble. Et George Lucas, c'est l'antithèse de John Milius. John Milius, il est républicain à en crever, il est pro-NRA, c'est quand même celui qui a réalisé L'Aube rouge. C'est le film, tu peux pas faire plus reaganien, c'est le rêve humide républicain, ce film, quoi. Et ils sont très potes, parce que, à nouveau, George Lucas... Bonne nuit, Lys. Il est très... enfin voilà, c'est pas parce que j'aime pas tes idées que je te trouve pas sympa. Et en fait, c'est vraiment cette antithèse-là, c'est-à-dire que George Lucas, c'est quelqu'un... quand on a commencé à... Quand la guerre du Vietnam a éclaté, George Lucas, il s'est renseigné pour y aller dans l'idée d'être reporter en fait de guerre et de filmer là-bas, parce qu'il était en pleine étude de cinéma. C'est cool ça. Et quand il a compris qu'il avait une chance sur 2 de se retrouver au charbon, il a décidé de pas y aller. John Milius, il y allait la fleur au fusil, quoi. Ouais. Et il est revenu avec un anticommunisme dégoulinant, quoi. Et du coup, ouais, non, c'est très clairement une critique de Reagan. Et George Lucas, c'est un homme, pour le cerner, je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là à l'esprit, même si je m'éloigne un petit peu de la chose, mais il y a un courant économique américain qu'on a vite oublié, mais qui était très intéressant, qui s'appelait le capitalisme social. Donc, toi, je pense que tu vois ce que Capitalisme social, ouais. On est dans cette idée que, voilà, on développe, on est là pour faire de l'argent, mais si ça fonctionne, ça fonctionnera pour tout le monde, dans mon entreprise, dans ma structure. Et George Lucas, quand il a explosé les compteurs avec son premier Star Wars, il a rendu une bonne dizaine de personnes qui avaient travaillé avec lui sur le projet millionnaires, en leur donnant littéralement des points de bénéfice sur ses films, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui partage énormément les choses. Et c'est quelqu'un qui n'est absolument pas dans des... oui, c'est l'anti-Milius, c'est l'antithèse de Milius sur ses idées politiques. Et Ronald Reagan, c'est clair que c'était tout sauf sa tasse de thé, quoi. Ouais, donc du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est plutôt pertinent, ouais. Pertinent. T'en avais une autre, moi j'aime beaucoup, parce que je la partage un petit peu. C'est la meilleure démocratie, une dictature déguisée en démocratie. C'est moi, j'ai récemment j'ai récemment lu un article sur la démocrature. La démocrature. Oh, ouais. Ah oui. C'est quoi ça? Qui serait un peu le nouveau courant politique qu'on commence à voir d'ailleurs en Europe, avec des personnes qui sont élues démocratiquement et qui, une fois au pouvoir, restent dans un système démocratique, hein, mais mettent en place des actions qui sont plutôt celles d'un dictateur. Et c'est celle d'Orban, notamment, qui va complètement... qui va museler la presse, qui va abaisser drastiquement l'âge de départ en retraite, parce que tous les juges qu'il n'aime pas sont tous vieux. Comme ça, paf, ils partent tous à la retraite, et à RAC, ils remplacent tous les juges. Et voilà, des trucs comme ça, quoi. Ils appellent ça la démocrature. Voilà, Viktor Orban, président de la Hongrie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pour replacer à peu près, c'est un vrai président qui existe vraiment, et que du coup, il a beaucoup changé depuis qu'il est au pouvoir. Énormément. C'est plus le même. Il était en démocratie, maintenant il a... La démocrature, je pense que c'était un bon terme qui s'applique à Viktor Orban. Franchement, c'était pas mal. Je sais plus où j'ai lu cet article, mais c'était très pertinent. Très pertinent. Aucun parallèle avec Star Wars et avec d'autres pays. Mais non, de toute façon, finalement, quand tu vois un peu ce que fait le sénateur Palpatine avant de finir par le chancelier Palpatine avant de finir par devenir empereur, c'est un peu ça, hein. Bah oui. C'est-à-dire qu'il il va réduire les libertés individuelles, il va occuper toutes les personnes à même de lui nuire, en créant des conflits à droite à gauche pour que tout le monde soit dispersé, etc. Et puis qu'il puisse avancer, tranquillement, quoi. Ouais. Je crois que le chat m'a terminé là. Les dictateurs sont des démocrates qui dérangent d'autres dictateurs. J'aime bien drôle. Mais c'est bien. Mais, du coup, pour enchaîner sur ces questions-là, comment tu vois Star Wars, l'importance que peut avoir Star Wars dans le futur sur notre société? Quelle importance pourrait avoir Star Wars dans notre société future? Moi, je pense que Star Wars, de par son écriture, hein, qui s'inspire de la théorie du monomythe de Campbell, bon, voilà, on en a parlé ad nauseam quand la postlogie est sortie, donc on ne va pas revenir dessus, mais les messages de Star Wars, ils sont à la fois universels et intemporels.
mais ça ne veut pas dire que George Lucas y insuffle pas sa patte et les idées qu'il veut faire passer. Et je pense que les messages de Star Wars, voilà, ils sont posés depuis 1977. Hein. Et George Lucas n'a fait que les renforcer jusqu'à la revanche des Sith. Et puis l'impact populaire s'est renforcé aussi. Je pense que avec Star Wars, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et c'est sans doute pour ça que Star Wars 7 est un soft reboot. C'est qu'on n'a rien à dire de plus que ce qui a déjà été dit, quoi. Ouais. Mais je pense aussi que ces messages n'ont pas forcément tous été compris. Je ne sais pas si vous avez vu récemment la sortie de Marcia Lucas, l'ex-femme de George Lucas, qui était monteuse notamment sur Star Wars épisode 4. Une des meilleures monteuses d'Hollywood. Hein. Elle a énormément travaillé avec Scorsese et tout. C'est vraiment quelqu'un de très très compétent. Elle a eu un Oscar. Elle vient de cartonner l'équipe de la postologie en disant, je la cite, « Ils n'ont pas compris Star Wars ». Et je pense que j'ai plutôt tendance à être d'accord, même si je ne suis pas dans la tête d'Abrams et de toute l'équipe qui a travaillé dessus et qu'on a très très peu d'informations sur le sujet. Mais dans l'absolu, quand je vois le résultat, je suis plutôt d'accord. Et je pense que l'avenir de Star Wars, il réside certainement dans sa compréhension. C'est-à-dire poser son popcorn, sortir son bloc-notes et se dire, bon, ok, ces films sont écrits sous forme de mythes pour être interprétés comme on le souhaite, blablabla. Mais au final, George Lucas avait des choses à dire et des messages à nous faire passer. Lesquels ? Vous avez 4 heures. Ça c'est bon. Et du coup, je te passe un message du chat qui fait plaisir. On me dit franchement au top tes réflexions, Willem, avec un petit cœur. Voilà. Ah merci, c'est gentil. Voilà. Du coup, Kevin, je t'invite à taper la commande point d'exclamation Star Wars attaché pour te récompenser. Bah du coup, super. Je pense qu'on va finir cette première partie ici. On a pas mal fait le tour. Et on va passer à la deuxième partie avec d'autres questions un peu plus... un peu moins Star Warsienne, mais plus personnelle sur l'univers Star Wars. Est-ce que sans transition, tu aurais une citation peut-être issue de l'univers Star Wars ou personnelle à nous partager ? Une citation de l'univers Star Wars pas forcément. Peut-être le toujours en mouvement est l'avenir de Yoda. Ça, je la trouve intéressante, celle-là. Cette idée que rien n'est figé. Ouais. Que tout peut toujours évoluer. Qu'il ne faut jamais partir du principe que c'est cuit, quoi. Sinon, moi, il y a une citation d'Einstein que j'aime beaucoup, que j'ai imprimée profondément dans ma tête la première fois que je l'ai lu, et qui dit « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Je l'aime bien. C'est intéressant, mais pour en revenir au personnage de Yoda, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Quelle image tu penses qu'il renvoie ce personnage ? Justement, qu'est-ce qu'il a voulu envoyer, George Lucas ? Ouais, il y en a deux. Yoda, il renvoie évidemment une image de sagesse. Je pense qu'il est intéressant dans le sens où c'est un personnage qui est à la fois très sage, très expérimenté, mais qui est capable de se tromper aussi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas juste le vieux qui sait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de se tromper. Quand il dit par exemple à Luke de ne pas y aller, de ne pas aller sauver Leia, qu'il n'y a que de la souffrance qui l'attend là-bas, etc., etc. À la fois il a raison, et à la fois si Luke l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé pour les personnages qui étaient emprisonnés là-bas, quoi. Et c'est un personnage qui est capable de pas réussir à empêcher un coup d'État, qui n'est pas capable d'arrêter l'empereur. J'aime bien ce personnage parce que je le trouve finalement derrière sa tête de marionnette à grandes oreilles, sa façon de formuler les phrases, etc., est au final très humain. Ouais. Merci Kevin. Ouais, très humain. Et moi, je me suis toujours posé la question, parce que j'ai pas vraiment recherché sur le sujet. À ton avis, la façon dont il parle, qui est quand même très spéciale, est-ce que ça avait un sens particulier ? Tu me poses une colle, honnêtement, je sais pas. Tu sais pas ? Ok. Moi, je me posais la question, parce que je ne sais pas non plus. Je me dis peut-être que tu avais la réponse, j'en profitais. Je sais pas. Je sais que j'ai un super bouquin sur le, pas sur, sur le sujet, pas sur Yoda, mais sur la construction et l'écriture justement des personnages, mais j'ai pas encore fini de le lire. Donc, si ça se trouve, c'est abordé dedans. Si ça se trouve, toi la réponse, je la reposerai plus tard du coup. Ouais, dans un mois. Ouais, c'est ça, un mois. Et ben, c'est donné rendez-vous. Je te la poserai dans un mois.
Est-ce que tu aurais des recommandations du coup maintenant sur l'univers de Star Wars? Ouais, alors j'en ai deux. J'ai celui-là qui est pour moi à lire absolument pour comprendre Star Wars. Enfin, pour comprendre Star Wars. C'est énormément de clés intéressantes Hmm. sur Star Wars. C'est ça. C'est la biographie écrite par Brian J. Jones qui s'appelle George Lucas, Une vie. Euh, qui est édité chez Hachette, qui est sorti il y a 4-5 ans, qui coûte 20 €, qui fait 400 pages. C'est super bien écrit, super bien documenté, c'est sourcé, et ça c'est très intéressant. Tout est sourcé. Il y a Hmm. une bibliographie à la fin qui doit faire 40 pages. Et voilà, ça démarre avec la jeunesse de George Lucas, et Ok. ça se termine avec la vente de Star Wars à Disney. Et on rentre dans la tête de George Lucas, on fait parler énormément de gens. Euh, on le fait parler de lui aussi, donc c'est vraiment un super bouquin, ça se lit très bien, c'est très intéressant. Et le deuxième, qui va te plaire, je pense, ça se trouve tu l'as Hmm. lu, il s'appelle Star Wars, le côté obscur de l'Amérique, Ah, je l'ai pas lu celui-là, écrit non? par Thomas Negaroff, qui est un journaliste historien, chez Radio France, je crois, qui est sorti en 2018, qui fait 200 pages, qui se lit tout seul, qui coûte 8 €, et qui justement euh, croise Star Wars avec l'histoire de l'Amérique, notamment dans ses conflits, le Vietnam, le 11 septembre, etc. etc. Reagan, Nixon, Bush Junior et tout ça. Super bien, super intéressant. Ok, je connais pas Très du vaste débat aussi, mais moi je vous invite à le lire, franchement il est cool, quoi. ouais, je connais pas du tout. Bah du coup, vu que t'as devancé mes lectures, moi je vais en rajouter deux que je trouve génial. C'est Dark Plagueis de Ouais, James Luceno. On a parlé tout à l'heure de la poétique dans Star Wars, de comment on est passé d'une démocratie à un empire, comment on parlait de la notion de complot aussi, de comment ça s'est fait. Et je recommande vraiment la lecture de ce bouquin qui est hyper intéressant, l'introduction de l'épisode 1, pour comprendre comment la société peut évoluer à ce point. Comment... ouais, et puis qu'en dit long aussi sur le sénateur Palpatine, le futur empereur aussi, sur ses projets. Ouais, Ouais, ouais. De manière générale, donc tout ça, ça appartient, ouais. j'enfonce des portes ouvertes, mais Mm. à ce qu'on appelle aujourd'hui le Star Wars Légende, donc l'ancien univers étendu qui a été décanonisé. Ouais, ouais, un petit peu. Euh, il y a aussi énormément de choses très intéressantes à ce niveau, dans tout ce qui va se passer dans cette timeline-là, Mm. après le retour du Jedi, Ouais. où la rébellion construit une nouvelle république. Et où là aussi, justement, on repart sur un modèle euh, démocratique, et où on a toutes ces cultures, de toutes ces espèces et des cultures qui vont un peu s'entrechoquer, et comment on arrive à monter un système politique ensemble, euh, malgré tout. Et bien évidemment, il y a des batailles et plein de trucs super, super cool au milieu de tout ça, hein, c'est pas juste ça. Mais il y a des choses très intéressantes à ce niveau-là aussi. Bon, bah, top, top. Et moi, du coup, bon, j'avais posé un podcast. Bon, moi, j'en ai déjà un, Hyperdrive, qui est vraiment super sympa sur l'univers Star Wars. Mais tu connais peut-être. Mais du coup, est-ce que tu aurais un podcast, vidéo YouTube, peut-être fan film à recommander sur l'univers Star Wars qui pourrait être intéressant? Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Après, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Ouais. Si vous cherchez des explications sur le fonctionnement de l'univers Star Wars, sur des thématiques assez précises, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Captain Tabouret, qui Ah fait oui. partie de l'équipe de Star Wars Universe et qui est d'une pertinence remarquable parce qu'il se documente pendant 6 mois avant de faire une vidéo. Donc Ouais. c'est indéboulonnable ce qu'il dit. Et en même temps, c'est simple, c'est clair, c'est direct, c'est très bien. Moi, c'est quelqu'un qu'on fait pas assez. Parce que c'est vraiment de haut vol. Si ça lui met 6 Euh, mois en même temps, c'est normal qu'il en fasse pas beaucoup. ouais, bah forcément, hein. Et puis en plus, il est sur 14 projets en même temps, il est très Ouais. occupé. Et puis en même temps, c'est bien, ça crée l'envie. Euh, Mm. ouais, sur YouTube, lui, je trouve que c'est dans le YouTube Game Star Wars, je pense que c'est le plus intéressant. Il y en a d'autres intéressants, mais c'est lui le plus intéressant. Euh, En podcast, il y a plein de choses. Bon, je pense que vous devez sans doute connaître Star Wars en direct, mais qui publie énormément de contenu. Bah, je Euh, connais pas, moi. c'est très très dur de s'accrocher. C'est un vieux podcast à la base Ok. québécois avec une équipe française maintenant qui a intégré l'équipe il y a quelques temps déjà. Si vous cherchez
une chronique, une critique, une info particulière sur un bouquin en particulier ou une série en particulier, etc., c'est eux qu'il faut les voir. Ils ont 300 épisodes, c'est un gigantesque buffet, et puis on pioche la thématique, le sujet qui nous intéresse chez eux. Après, pour Star Wars, je conseillerais aussi le podcast 24 FPS, qui est un podcast de cinéma. C'est drôle ça. Pourquoi? Parce que 24 FPS, c'est la fréquence. Bah, 24 FPS, c'est drôle, et parce que c'est la fréquence pour les films aussi, d'images par seconde. Ouais. Ouais, et c'est un podcast qui traite de cinéma. Ouais, et qui est animé par 2 personnes, un fan de blockbuster et plus un fan plus tourné cinéma d'auteur, ce qui donne des échanges parfois intéressants. Et donc ça traite énormément de cinéma, mais ils ont traité Star Wars très très en profondeur. Ok. Et puis c'est surtout, je pense à Jérôme qui est le fan de Star Wars de l'équipe, quelqu'un d'assez analytique. Pas dans le sens chiant, dans le sens cohérent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment bien vous dérouler, bien tout vous expliquer, et puis qui va aller vous installer, expliquer des situations, des scènes, etc., leur cohérence ou leur incohérence. Hein. C'est quelqu'un qui est assez qui adore Star Wars, mais qui conserve une certaine neutralité, je trouve, dans ses critiques, dans ses chroniques. Et par contre, c'est un format long. On a décortiqué ensemble Star Wars 9, l'épisode il fait 5h15. Ah oui. Ouais, on est un petit peu fatigué. Ah ouais, ça, je me dis Surtout qu'on a commencé l'enregistrement à 21h30. Donc... Ah oui. Mais voilà, moi je vous recommande ça en podcast. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous recommander, mais là, comme ça, à chaud, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Avec peut-être The Outrider aussi. Podcast français qui aussi frappe à grands coups de thématique. J'ai pas forcément la même vision que de la saga. C'est parfois un peu plus passionné. Il y a un moment où le cœur parle beaucoup. Mais ça reste très pertinent, particulièrement quand ils ont des invités. Ok, cool. Ben, c'est des trucs que je connaissais pas du tout. Donc moi, personnellement, je suis content de les noter, du coup, pour les écouter. Star Wars en direct et The Outrider, j'ai fait je les ai accueillis dans mon podcast pour un épisode tous les 3 où justement on échange sur notre perception de la saga, etc. Donc, ok, top. Ce sera, si vous voulez découvrir ça, comme ça vous découvrez les 3. Oui. D'une pierre 3 coups, c'est une nouvelle expression. Voilà. Ok, super. Est-ce que maintenant tu aurais un petit conseil pour quelqu'un qui veut découvrir l'univers Star Wars, l'aider à comprendre cet univers qui est quand même riche et dense, même si l'univers légende maintenant qui n'est plus officiel, mais quand même. Alors, je suis un peu embêté avec l'univers étendu, mais enfin, parce que je suis un geek, mais je vous expliquerai après pourquoi. Avant, je dirais simplement en fait que un conseil à donner pour comprendre Star Wars, pour moi, c'est déjà les revoir. Si ça fait plus de 3-4 ans que vous les avez pas vus, revoyez-les. Parce que finalement, c'est pas si frais que ça dans votre esprit, croyez-moi sur parole. Moi, je dirais tout simplement que quand on regarde Star Wars, quand tu regardes Star Wars, la première réflexion qui te vient sur ce que tu vois n'est sans doute pas la bonne. C'est la deuxième réflexion, celle où tu creuses, où tu empiles, où tu recoupes les éléments, qui sera certainement la bonne. Parce que Star Wars, ce sera jamais aussi in your face que Starship Troopers dans ses messages. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Et je pense que, particulièrement pour la prélogie, on n'a plus 14 ans maintenant, on n'est plus saoulé par la partie blabla dans le Sénat. On peut le revoir en disant, voilà, qu'est-ce qu'on essaye de me dire par rapport au monde dans lequel je vis aujourd'hui. Et au final, on se rend compte que c'est... non, en fait, c'est très clair ce qu'il dit. C'est très clair le message qu'ils nous font passer, quoi. Je vais tout de suite digresser d'un coup en parlant, par exemple, de la Fédération du commerce. Oui. La Fédération du commerce, c'est très intéressant. Parce que finalement, c'est quoi? C'est un lobby. C'est une espèce de grand lobby industriel et intergalactique. C'est le MEDEF galactique, quoi. Et du coup, c'est un MEDEF intergalactique qui a sa propre armée privée et l'influence nécessaire pour faire un blocus de la planète de Naboo de manière légale.
tout en ayant le droit d'aller tranquillement défendre son steak au Sénat en disant attendez, Naboo n'a pas renvoyé le formulaire A38 à temps, donc conformément à nos conditions générales de vente et au petit alinéa qui se trouve ici dans votre constitution, nous on déploie nos troupes, normal. Enfin, c'est la corporation dans son sens le plus pur, quoi. Exactement comme dans les années 2010, je sais pas si tu te souviens quand les fonds vautours qu'ont fait les poches de l'Argentine. Ouais. Donc pour résumer, l'Argentine a fait faillite au début des années 2000 et des fonds de pension ont racheté la dette de l'Argentine à bas prix, puis ont traîné l'Argentine, le pays, le gouvernement, devant les tribunaux en leur disant non, vous payez tout de suite, allez, je vous fais une fleur, au lieu de tout payer, vous payez que 70% du montant total. Et au final, l'Argentine, elle a été condamnée à payer des milliards. Et ça a été un sacré jackpot pour les fonds vautours qui investissent comme ça. Et ça, c'est légal. Et les conséquences, elles ont été terribles pour la population. Il y a eu une inflation de 30%. Enfin, tout le monde est sorti péter les banques dans la rue et tout. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et ça, c'est la démonstration de la Fédération du commerce de George Lucas. Et son alerte vis-à-vis de la globalisation aussi. Et ça s'est passé 15 ans après la menace fantôme. Il s'en est pas inspiré pour l'écrire. C'est arrivé après, quoi. Donc, les messages de la prélogie, ils sont clairs. Il faut juste décider de les appréhender, quoi. Ouais, on va répondre à ta question après, Mando, mais je vais aller plus loin sur la Fédération du commerce parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'on parlait de la Fédération du commerce, mais après ça lie avec le clan bancaire intergalactique, avec les autres formes, et ça renvoie à une image qui est très très capitaliste à mon sens. Je sais pas comment toi tu l'interprètes dans l'univers Star Wars, cette réunion en fait de toutes ces fédérations, tout ce commerce, tout cet échange. Bah finalement, c'est ça, pour moi c'est le lobbying dans ce qu'il a de plus déviant, parce que moi j'ai pas d'opinion particulière sur le sujet, mais en prenant un maximum de recul, enfin les salariés ont un syndicat, les entreprises peuvent aussi avoir un syndicat, c'est un lobby, c'est un syndicat de patron, c'est juste ça. Donc dans l'absolu ça fonctionne, sauf que ça, à nouveau, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que quand les lobbies dans Star Wars, ils sont surpuissants, ils s'allient en plus entre eux, effectivement, avec... moi je ramène des fonds, ok, moi je ramène des usines, et puis comme ça on fait notre petite guerre privée, parce que c'est une guerre privée finalement. Quoi qu'il y a des gouvernements séparatistes qui sont derrière, mais c'est géré par des gens qui ne sont pas très peu des chefs d'État, mais plutôt des businessmen qui gèrent la partie conflit armé de cette guerre des clones. Et ouais, effectivement, c'est une alerte, je pense, assez forte de ces dérives-là. Enfin, on le voit quand on voit que l'Union européenne n'est pas foutue de taxer Amazon. C'est que, je veux dire, il faut... Au-delà de toute opinion personnelle sur ce que devrait être notre économie ou pas, le libre-échange ou pas, c'est quand même édifiant. Ouais, on a pas mal de choses à apprendre sur Star Wars, sur la gestion économique. Ouais, on n'a pas parlé des monnaies, mais on pourrait y revenir plus tard. Mais j'ai posé la question quand même de Mando avant. Elle nous parlait de l'ordre 66. Il représente quoi dans la politique? Ou autre, dans d'autres sujets? Qu'est-ce que représente l'ordre 66 en vrai? Alors pour moi, l'ordre 66, c'est la nuit des longs couteaux. Ah ouais, très bon parallèle. J'aime beaucoup. Je pense que c'est ça, vraiment. Je pense que c'est la nuit des longs couteaux, c'est-à-dire que, allez hop, on frappe fort, on frappe vite, sans prévenir, et on exécute tous ceux qui dérangent. Moi j'avais un autre exemple, c'était celui des Templiers. Derrière avec un discours. Comment ? Moi j'ai su des Templiers, moi. Les Templiers qui sont... De toute façon, les chevaliers Jedi, ce sont des Templiers. Ouais. On en parle beaucoup comme des moines, comme des prêtres, comme machin. Ce sont des Templiers, très clairement, quoi. C'est exactement ça, pour moi. Enfin, j'ai jamais... Et c'est bien que tu utilises ce terme parce que rares, y compris chez les Star Warsologues chevronnés, rares sont ceux à faire le parallèle avec les Templiers. Moi, je le fais beaucoup. Ce sont des Templiers qui deviennent à un moment trop influents, qui se mettent à déranger. C'est tout à fait ça, c'est très parce pertinent. Que moi je vois le même les parallèles. Moi j'ai toujours vu le parallèle avec Guillaume de Nogaret qui a décidé, qui était le grand inquisiteur de France, qui a décidé de récupérer le trésor avec Philippe le Bel, qui du coup sont devenus, c'est un peu Philippe le Bel, c'était un petit peu notre ami Palpatine, qui voulait récupérer, qui voulait se retirer cette armée de moines soldats qui était devenue dangereuse. Ah,
Est-ce que tu es toujours là, mon ami William? Ou alors... Ah, je crois que William a des problèmes de connexion, malheureusement. Mon père William. J'espère qu'il va revenir. Mais en attendant, ouais, moi, ce parallèle-là, c'est avec... moi, je le voyais dans Star Wars comme une application, en fait, la perte du pouvoir politique, perte du pouvoir militaire par la société. Et du coup... Ah, William est de Ça y est, je retour. suis revenu. C'est bon, il est revenu. Ah, la galaxie est dangereuse. Je suis passé près d'un trou noir. T'es passé près d'un tout noir, ça va être ça. Ouais, j'étais en train de parler, ouais, du parallèle. Moi, je le voyais plus en fait avec Long Couteau. Je trouve que ça correspond pas mal. Moi, je le voyais plus dans l'image en fait parce que pour moi, les Chevaliers Jedi, ils retranscrivent un petit peu cette image de moines soldats qu'étaient les Très Templiers. clairement. Et dans leur fin, c'est exactement la même chose. On les a tous éliminés le même jour, au même moment, à la même heure en fait. Où les gens sont venus dans les commanderies pour les arrêter les uns après les autres. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je suis bien d'accord. C'est très bien. Bon, je suis un grand fan des Templiers aussi, donc. Voilà, on les voit pas, ils sont dans la bibliothèque juste en dessous là, un étage en dessous, il y a toute leur rangée remplie de bouquins sur les Templiers. Ouais, super intéressant, les Templiers. Sujet que je maîtrise assez peu, mais qui est effectivement intéressant. Et puis t'avais le côté religieux aussi, qu'ils avaient côté déviant, on les a accusés d'être déviants, là il y avait un petit peu Bon, on les a accusés de tout ce, enfin voilà, blasphème, tout ça. de tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'en débarrasser. Mm. Tout comme on a accusé les Jedi de vouloir faire un putsch. Et C'est c'est ça. là que on se tourne plus vers la nuit des longs couteaux, puisque c'était la grande peur d'Hitler. Et puis c'est ceux dont on les a accusés, une fois qu'on les a tous massacrés le lendemain. Ah oui, au fait, on vous a pas dit, mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, mais c'est sans doute un subtil mélange des deux. Ouais. Quand George Lucas ne pioche pas que dans une seule œuvre quand il et puis Long Couteau c'est bien parce qu'il a beaucoup pioché dans la Seconde Guerre mondiale, donc je pense que c'est... beaucoup dans la guerre du Vietnam aussi. Ouais. On en parle un peu moins parce qu'on la maîtrise moins, nous Français, que la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a beaucoup aussi pioché dans la guerre du Vietnam. La bataille d'Endor, c'est la guerre du Vietnam. C'est une armée suréquipée qui déboule dans un environnement qu'elle ne connaît pas, et puis qui se fait balader par des gars ensemble, qui posent des pièges. Bon, c'est pas avec des bambous, là, c'est avec des séquoias, mais c'est exactement ça. C'est intéressant. En fait, je sais même pas si on a répondu à la question pour aider à comprendre Star Wars ou pas. Je sais même pas si on avait répondu à la question. Moi, pour comprendre Star Wars, pour moi, il faut d'un côté, il faut regarder Star Wars avec un œil neuf. Et se dire que, bon, je pense que si de toute façon vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, mais se dire que c'est plus que les mythes chevaleresques revisités avec des lasers et des explosions, quoi. Que derrière, il y a une vraie envie de faire passer des messages forts tout en restant optimiste. Et je pense que aussi connaître un peu, pas forcément se taper la biographie que je viens de vous recommander, même si je pense que c'est bien de le faire, ne serait-ce que sa page Wikipédia, mais regardez qui est George Lucas aussi, parce que ça en dit beaucoup sur lui. Parce que c'est du cinéma d'auteur, les 6 premiers Star Wars. C'est écrit par le réalisateur. Et quand on parle quand on parle des différents scénaristes qui sont intervenus à gauche ou à droite, ils sont venus pour écrire les dialogues, etc. Ils sont pas venus pour écrire le film. Ils sont venus pour mettre en forme, sous forme de script, et rationaliser ce que George Lucas voulait mettre en scène, en fait. C'est notamment le cas de Lawrence Kasdan, qu'on cite beaucoup comme scénariste de l'Empire contre-attaque, mais ça vous le saurez aussi si vous lisez le bouquin. Lawrence Kasdan, c'est quelqu'un il a beaucoup plus travaillé sur Indiana Jones que sur l'Empire contre-attaque. Sur l'Empire contre-attaque, en plus, il était tout jeune, c'était ses premiers films. Il a retravaillé des dialogues, quoi. Mais le reste de l'histoire, tout ça, c'était déjà ficelé, en fait. C'est un film d'auteur. Pas dans le sens film chiant français avec zéro thune. Dans le sens, c'est la vision d'un auteur qui prend forme en image et voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui a plu dans Star Wars aussi. Même s'il y a un peu dans le scénario un petit peu tout ce qui est quête du héros qu'il a repris et réadapté,
Quête du héros qui est un petit peu le scénario de base pour les films et romans qui a été multiples fois utilisé et qui est encore aujourd'hui utilisé. Qu'on voit encore énormément, même aujourd'hui, dans du cinéma beaucoup plus récent, hein, c'est clair. Non. Après, c'est aussi à double tranchant parce que on va lui reprocher énormément aussi de ne pas s'être entouré, de ne pas avoir assez écouté, de ne pas avoir assez fait confiance, etc. Et puis George Lucas, il est le meilleur quand il sort de sa zone de confort, quand on le pousse un peu dans les cordes. C'est ce qui s'est passé pour l'Empire contre-attaque. Il s'est fait bousculer par Irving Kirchner, il s'est fait bousculer par Gary Kurtz, son producteur et tout. Même dans le premier Star Wars, c'était le cas aussi, hein, par Marcia Lucas, par Gary Kurtz et tout. Et c'est là qu'il sort le meilleur de lui-même. Et c'est vrai que dans la prélogie, que moi j'adore, hein, j'ai adoré la prélogie au cinéma et je l'adore encore aujourd'hui. Hein. J'ai adoré justement le fait qu'on me donne absolument pas ce que j'attendais. J'ai adoré ça. Mais c'est vrai que s'il avait été un peu plus entouré, on aurait peut-être eu moins de faiblesse dans l'attaque des clones, des choses un peu plus vite emballées, des choses un petit peu plus affinées, etc. Mais bon, on le saura jamais, finalement. Ouais, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On dit toujours, je pense qu'on est tous bons aussi quand on sort de notre zone de confort. Je sais pas pour toi, moi je trouve que quand on sort, quand on commence à prendre des risques, c'est là qu'on commence à avoir des résultats. Ah Voilà. bah c'est clair. Voilà. Bon, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que ouais, c'est un parallèle hyper intéressant. Dans Star Wars, j'étais en train de chercher un exemple en même temps quand ils sortent de leur zone de confort, que ça produit des résultats. Bah, je dirais Obi-Wan quand il est parti chercher les Kaminoans, il est sorti de la zone parce que du coup la planète était même pas indiquée. Ouais, bah, puis il y a Luke Skywalker qui fait péter une étoile noire. Voilà. Et qui ouais, c'est ça. Il se fait confiance à lui-même en plus parce qu'il enlève le dispositif technologique pour aller vite. Ouais, Quoi. tout à fait. C'est ouais, voilà, petits exemples importants, sortir sa zone de confort. Et du coup, toi, quel serait ton prochain défi du coup en parlant de Star Wars? Quel est ton prochain défi avec Star Wars? Peut-être avec le podcast, peut-être un autre. Alors, moi là, je viens de boucler ma 3e saison de fiction audio des Chroniques Galactiques, qui était déjà un sacré défi en soi. Ouais. Parce que bon, je vais peut-être le présenter rapidement, mais les Chroniques Galactiques, donc c'est une fiction audio Star Wars dynamique, c'est-à-dire que je voulais pas de voix off, par exemple. Je voulais quelque chose où on suit les personnages et les personnages échangent, dialoguent, discutent, et à grand renfort d'effets sonores, parce qu'il y en a beaucoup, on comprend ce qui se passe. Mais on comprend tout ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, les choses sont claires. Donc déjà, en termes d'écriture, d'enregistrement derrière, de réalisation et tout, c'était déjà un peu de boulot. J'ai adoré faire ça, hein, mais c'était un peu de boulot. Surtout que du coup, il fallait beaucoup de voix différentes. Il fallait que les voix soient un peu marquées quand même en termes de... Tu pouvais pas prendre une personne et lui faire 9 personnages, quoi. Il fallait... Du coup, on est assez vite monté à 25 personnes sur une saison qui faisait une trentaine de personnages. Donc c'était pas mal de boulot. Et pour la saison 3, en plus, je voulais plus m'émanciper des films, tout en restant cohérent dans l'univers. Et ça s'inscrit dans Star Wars Legends. Hein. Je me suis emmerdé que bien ça s'entrechoque avec rien. Mais en plus, écrire mon propre un méchant 100% original et tout. Enfin, voilà. Et du coup, ça a été confinement, studio d'enregistrement fermé. Il a fallu monter un studio ici et tout. Enfin, c'était Très sympa d'ailleurs le studio. Hein. Franchement, très bien dans la thématique. Hein. Ah bah, ouais. C'est bien, c'est inspirant. Ouais, clairement. Mais donc, ouais, du coup, acheter pas mal de matériel, bien le choisir. Voilà. Et du coup, c'était beaucoup de boulot. Donc, c'était un sacré défi en soi. Mon prochain défi, ça va être de faire une série d'épisodes pour le podcast avec des invités qui vont creuser en profondeur la saga sur des facettes beaucoup abordées, mais souvent survolées. Ça, c'est intéressant, ça. Du type les influences. L'influence, ah ouais. Et là, on va chercher l'influence des influences. Qu'est-ce qui nous ramène, en fait? À quoi tout ça, ça nous ramène? Au-delà du monomythe, etc., d'aller vraiment chercher un peu plus en profondeur. Et on va faire ça avec un invité. Et un autre qui aussi, là, que j'ai hâte de faire aussi de la même façon, qui va parler du fandom. Et du fandom, non pas alors qu'est-ce que le fandom, où il est aujourd'hui, sur quel site il faut aller, etc. Mais plutôt comment est-ce qu'il s'est construit depuis 1977 à maintenant. Comment ça se fait que pour Star Wars, on a des légions de fans qui sont organisés, qu'on a une dynamique presque religieuse, hein, avec une grande messe qui est Star Wars Célébration,
comment tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui a été fait volontairement et puis qu'est-ce qui a été des accidents heureux qui ont fait que les fans voilà, se sont transformés en une communauté. Et je pense que ça va être aussi très intéressant à faire, mais du coup, il va falloir potasser un petit peu aussi. D'ailleurs, en parlant de religion, c'est devenu une religion, c'est officiel, je crois, en Royaume-Uni que c'est officiel la religion Jedi. Ouais, avec les Jediistes, Ouais, je crois que c'est devenu officiel. J'ai pas vu d'autres pays, mais je crois que c'était au Royaume-Uni que j'ai vu ça qui était c'est officiel. Ouais, alors je sais plus si c'est au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a. Oui, bon, voilà, il y a toujours un peu des illuminés. Mais il y a une dynamique très. Ouais, le fandom Star Wars, c'est quelque chose qui est. C'est presque un mystère finalement, que j'ai envie d'éclaircir, quoi. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir autant de fans de Star Wars sur plus de 40 ans. Pourquoi il y en a encore autant? C'est pas juste dû au film. Ouais. Est-ce que tu vas du coup, là tu vas creuser un petit peu le pourquoi du Star Wars, mais est-ce que tu vas creuser, on a parlé de l'univers légende, moi j'aime beaucoup l'univers légende, est-ce que tu vas creuser un petit peu de ce côté-là aussi? Alors l'univers légende, je l'ai déjà creusé un peu, mais en fait, si tu veux, l'univers légende, la plupart des youtubeurs Star Wars, ils lisent des comics et des romans de Star Wars Legends et ils t'en font un résumé de 10 minutes en fait. Donc du coup, si tu veux, ce contenu-là, il existe déjà. Et moi, j'aime bien pas marcher sur les plates-bandes des autres déjà, parce que j'aimerais pas qu'on marche sur les miennes. Et puis surtout, j'aime bien apporter des choses et pas m'ajouter à la pile des trucs qui existent déjà. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu là-dessus qui est très bien fait et qui est intéressant. Ça m'a pas empêché de faire, parce qu'il y a une soixantaine d'épisodes d'Hyperdrive maintenant. J'ai déjà fait des recos de romans, de comics, de choses qui pour moi, l'univers Star Wars Legends qui est figé maintenant, c'est 300 romans et 400 comics. Donc vouloir s'y lancer, c'est une chose, savoir par quoi commencer, c'en est une autre, quoi. Par le début. Finalement, on attaque du coup souvent avec la croisade noire du Jedi Fou, qui sont la suite du retour du Jedi, mais qui au final, sur les 300 romans qui sont sortis depuis, sont pas nécessairement les meilleurs. Ça dépend ce que vous aimez dans l'écriture. Si vous aimez les trucs très rationnels avec assez peu de description, vous serez content, mais si vous avez envie de choses un peu plus dynamiques, un peu plus folle, un peu dans l'écriture, dans les dialogues et tout, il y a énormément de choses sur lesquelles vous allez vraiment vous éclater, quoi. Moi, je conseille souvent la saga X-Wing, il y a plusieurs volumes, ils se lisent indépendamment, ça va, mais il y en a 7 ou 8, au moins 8, et ça parle de l'escadron Rogue. Et avec du coup des personnages qui ont tous des personnalités assez marquées, et ça fonctionne pas mal, et les batailles spatiales fonctionnent très bien, c'est super sympa à lire, et moi je trouve ça très cool, quoi. Moi si je dois vous en conseiller, il y en a plein à lire, mais ça en fait partie. Et après, je referai sans doute des recos, parce que moi j'en ai lu, je les ai pas tous lus, mais personne ne les a tous lus, même celui qui dit qu'il l'a fait, mais j'en ai lu, je crois que j'en suis à... Ah tiens, mais j'ai trié récemment ma bibliothèque, je sais que j'en ai 80, un peu plus. Et j'en ai lu un peu, peut-être 65, trucs comme ça. C'est pas mal. Donc j'ai déjà 2-3 trucs à recommander. Ou à ne pas recommander. Il y a des trucs à absolument pas lire. Faut faire attention. Ouais. Bah t'as Mando qui nous dit que c'est génial ton projet et qu'il aimerait bien tout plaquer pour le Royaume-Uni du coup. Moi peut-être aussi, mais moi je préfère être Sith du coup, je sais pas, Jedi ça m'intéresse moins, c'est moins drôle, c'est moins fun. Ah mais les Sith ils vivent à deux, alors t'as pas intérêt à te planter. Faut bien choisir ton binôme. C'est vrai, il faut bien parler. Et du coup pour tes recos, moi je suis plus fan des périodes antérieures. Tout ce qui est Genèse des Jedi, la légende Ancienne République, et la légende des Jedi, Ancienne République, et Genèse des Jedi. C'est vraiment plus ça ma période que moi j'aime beaucoup. C'est plus que l'ancienne période. Moi je suis plus période KOTOR. Ouais, période KOTOR, tout ça, et pré-KOTOR. Bah moi je te conseillerais. Alors c'est une période que j'ai un peu moins creusé. J'en ai vu quelques-uns, mais je te conseillerais Revan. Ouais, je l'ai lu, ouais, vraiment très très bon. Ouais. Je pense que celui-là il est vraiment excellent. Et puis l'arc The Old Republic en roman, ça fonctionne bien parce que. Ouais, j'ai lu aussi, vraiment bien. C'est pour moi une des démonstrations les plus fortes du fait que l'univers de Star Wars peut continuer à exister en ne reprenant rien du matériel existant. Ouais.
aucun personnage, rien, tout en ayant une ambition folle, des personnages forts, des enjeux forts, pour tout ce qui va être visuel, une direction artistique assez bluffante parce que c'est encore autre chose que la prélogie. La prélogie, on est dans une dynamique voilà, un peu qui est... Dans la trilogie originale, tout le design, il est fonctionnel. On fait des vaisseaux fonctionnels, on fait des décors fonctionnels. C'est pas là pour être beau, c'est là pour être utile et solide. Dans la prélogie, les choses sont là pour être... Enfin, il y a une dynamique architecturale très forte parce qu'on est dans une société prospère, qui va bien, il n'y a pas de conflit ou quoi que ce soit. Et dans The Old Republic, on va encore plus loin dans cette dynamique-là et ça fonctionne divinement bien. Divinement bien. Et c'est vrai que la postlogie fait un peu pâle figure face à tout ce qui a été fait sur l'ancienne République en termes de direction artistique, ce qui a toujours été le point fort de Star Wars jusqu'à présent, quoi. Et avec Disney, on a quand même marqué le pas, quoi. C'est dommage. Bah pour Mando, on ne fera pas de spoil sur Evan, mais juste le bouquin est génial. Et si tu veux aller plus loin dans l'histoire, comme je te dis, le jeu The Old Republic, le mémo The Old Republic, qui est gratuit du coup, niveau histoire, il est vraiment hyper intéressant pour faire une continuité au roman. Et puis surtout, là, il va y avoir KOTOR, Knights of the Old Ouais, et Republic, KOTOR, qui va être remasterisé. c'est ça Et aussi. là, c'est une super porte d'entrée pour découvrir l'ancien République, en fait. Bon, si on n'est pas, si les graphismes passent, franchement, si on aime, l'ancien est vraiment très très bien, même si le gameplay date un peu. Ouais, il date un peu. Il date un peu le gameplay, mais il est toujours très très sympa. Moi aussi, je l'avais relancé cette année, il y a un petit moment déjà, et je m'étais bien amusé, j'avais bien beaucoup rigolé. Il tourne sur iPad en plus maintenant. C'est vrai qu'il tourne sur iPad maintenant. Ils ont fait des versions iPad là. Sur smartphone, l'écran, je trouve, est un peu petit. Ouais. Sur iPad, ça passe. J'avais testé sur iPad, ça passe pas mal. C'est plutôt hyper intéressant. Est-ce que du coup là on a fait un petit peu le tour de toutes nos questions. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais approfondir ou aborder qu'on n'aurait pas abordé? C'est à libre antenne du coup si les gens qui sont là aussi veulent ouvrir un sujet. Moi, j'aurais juste dit un peu de bien de The Mandalorian. Ah ouais. Puisque j'ai pas encore cité le Star Wars par Disney de manière positive jusque-là. Il y en a pas beaucoup de trucs positifs en même temps. Chacun voit midi à sa porte. Je suis plutôt d'accord, mais chacun spectre. The Mandalorian, je trouve que on retrouve cette essence de Star Wars et ces messages distillés par George Lucas tout au long de son œuvre Star Wars. Dans The Mandalorian, je vais pas spoiler parce que tout le monde ne s'est pas forcément lancé. Il est temps, il faut y aller, foncer. Dans The Mandalorian, par exemple, la violence coûte systématiquement. Dès qu'un protagoniste fait l'usage de la violence, soit la situation empire, soit ça lui coûte quelque chose. Et ça, par exemple, je trouve ça très intéressant qu'il y ait ce garde-fou, mais disons qu'il y a cette valeur forte pour George Lucas de l'usage de la violence qui est présent, qui est ancré dans The Mandalorian et qui, je trouve, fonctionne bien parce que ça s'intègre. C'est parfaitement légitime en fait dans la construction des épisodes, des scénarios et tout. Ça fonctionne très bien. Et je pense que qu'il y a vraiment eu un boulot assez remarquable de fait sur ces 2 saisons. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'on a Dave Filoni qui maîtrise parfaitement son sujet, mais qui aussi est sur 4 projets en même temps et qui parfois, c'est pas. Parfois il se plante, on l'a déjà vu sur des épisodes de The Clone Wars et tout, forcément. On va voir si ça continue, mais je sais que ces 2 saisons-là, pour moi, sont vraiment très intéressantes. Alors, on parle beaucoup de la nostalgie qui est dedans, etc., mais je pense que c'est pas parce qu'on fait appel à des éléments qui se déroulent 8 ans avant dans l'univers, ça se passe 8 ans après la trilogie originale, c'est normal qu'il y ait des passerelles, quoi. N'est pas forcément quelque chose appelé... on a le mot fan service un peu vite à la bouche, quoi. Dès qu'on comprend une ref, on s'imagine que c'est du fan service. C'est peut-être juste qu'on a compris la ref, quoi. C'est tout. Et puis, non, je trouve que c'est très équilibré comme série, justement. Voilà. L'équilibre tient bon, quoi.
Mais ce qui est intéressant dans cette série, moi j'ai beaucoup apprécié la série, ce qui m'a redonné un petit peu du baume au cœur pour Disney, avec la licence Star Wars, c'est le traitement de la culture mandalorienne, qui a été très très peu traité. On a vu Django et Boba Fett dans. Mais bon, c'est pas trop ça, c'est pas vraiment ce qui est, c'est vraiment les Mandaloriens, qui a été beaucoup traité dans l'univers légende, encore une fois. Ouais, Je sais. il y a un travail remarquable sur les Mandaloriens dans l'univers légende, à travers les clones en Mm. fait, hein. Dans toute la série République Commando de romans de Karen Travis, ouais, je suis Ouais. d'accord, qui a été très développé dans The Clone Wars, mais d'une façon pas toujours entre guillemets intéressante. Voilà. Et donc bon, parfois c'était un peu. Et c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi, dans ce Mandalorian, ouais, la culture mandalorienne est super développée et super intéressante. Et, euh, et ça retombe plutôt bien sur ses pieds, tout ça, quoi. C'est pas mal. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, The Mandalorian, c'est l'œuvre de la réconciliation. Pour moi, avec Disney. Je pense que c'est même pour Disney eux aussi avec leur public, parce que depuis que The Mandalorian a cartonné, ils ont annoncé énormément de trucs, hein. Et je suis pas convaincu qu'ils auraient annoncé autant de choses comme film, comme série, comme spin-off, si The Mandalorian n'avait pas fonctionné. Sans doute. Sans doute. Je pense que sur tout ce qu'ils ont annoncé, on verra pas tout. Ah oui. Tout comme de tout ce qu'ils avaient annoncé concernant les films, on n'a pas tout vu. Bon, on a bifurqué en série et tout. Oui, mais est-ce qu'on aurait bifurqué en série si The Mandalorian s'était planté? C'est pas sûr. Je sais pas si on verra tout. Ils ont fait énormément d'annonces. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment à la direction de Disney qui a un effet cascade un peu sur le management global du groupe. Donc, enfin, je pense que s'il faut tirer une leçon un peu des 10 premières années du Star Wars par Disney, c'est qu'il faut jurer de rien et qu'il faut rien considérer, rien considérer comme acquis parce que tout peut changer, quoi. On peut même virer des réalisateurs en plein milieu d'une production, quoi. Ouais. Donc voilà, ne jurons de rien, nous jugerons sur pièce. On vire des réalisateurs et en plus on crée quelques incohérences entre des films qui se suivent. Ouais. Et ouais. Compliqué. Compliqué, hein. Moi, j'aimerais pas être à leur place, hein. Ça doit être compliqué, hein. Mm. Parce qu'il y a des intérêts financiers que n'avait pas George Lucas. C'était le seul actionnaire de Lucasfilm, hein. C'était lui le patron et lui l'actionnaire. Ouais. Là, il y a du monde derrière. Bah non, Star Wars, ouais, c'est devenu. C'est un mastodonte maintenant, Star Wars, ça devient un peu compliqué. Bah ouais, et puis derrière il y a Disney, et puis derrière Disney il y a des actionnaires, et puis les actionnaires ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. On me demande quelle série on attend le plus. Je te laisse répondre en premier. Alors moi, je vais. Alors j'ai pas d'attente, je suis pas en train de mourir d'impatience devant une série, parce que on m'a déjà plusieurs fois pété mes jouets, donc maintenant je me méfie un petit peu. Mais je reconnais que The Book of Boba Fett, je l'attends. Ah, c'est Je intéressant. l'attends parce que c'est un personnage qui a été très développé dans les comics, très développé dans les romans, etc. Et dont j'ai l'impression qu'ils ont dépeint la psychologie comme proche de ce qui a été fait dans le Star Wars Legends. D'autant plus que sans spoiler Mandalorian, il est dans une dynamique de revenge. Euh, donc ça risque d'être intéressant. Voilà. J'attends un peu moins la série Obi-Wan parce que je jugerai sur pièce en fait. Ça peut être la situation dans laquelle se retrouve le personnage, la timeline dans laquelle ça va être traité. Ça peut être génial ou pas du tout, ou rien apporter, quoi. Donc j'attend de voir. Mais de manière générale, j'attends de voir. Bah, moi, ça serait. Bon, si ça sort, même si je suis toujours pas convaincu, c'est ce qui est annoncé sur The Old Republic. Ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un film, un reboot dessus à cette période-là. Moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup voir, même si j'y crois pas trop. Comme tu disais, tout va pas sortir. Et ça, je pense que c'est le truc qui va être le moins sûr de sortir. Sinon, ça serait les spin-offs sur Ashoka. Parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et que du coup, pour moi, il a été un petit peu malmené sur la fin de Clone Wars. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils veulent en fait, où est-ce qu'ils veulent en aller avec elle. Là aussi, ouais, ça va être. On va voir où est-ce qu'ils veulent en venir, effectivement, parce que ça, c'est un piège dans lequel il faut pas qu'ils tombent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tous les prochains projets de Star Wars, ce soit un portage de personnages issus des séries animées en live. Enfin, je pense que ça peut lasser particulièrement ceux qui n'ont pas vu The Clone Wars. Ouais. Surtout qu'Ahsoka c'est un peu compliqué puisqu'elle apparaît dans The Mandalorian aussi, donc il faut trouver. Il y a un lien maintenant à faire entre les Ouais, mais deux. je pense que le lien il va être vite vu, hein. Ouais.
pense que ça va se passer après. Hein, The Mandalorian. Alors je sais plus, je t'avoue que je suis un peu en retard sur mes actus. Je dois faire un épisode sur les actus là, le prochain de Ah, Drive, c'est c'est bien. un bon point d'actu, parce qu'il y a eu plein de choses, donc on va tout résumer et tout condenser en un Ah, truc de 20 minutes, on va parler de tout. Mais non, non, là-dessus, bon, après moi, Ahsoka, je trouve le personnage sympa. mm, Je trouve le personnage. Je suis impressionné par le parcours de ce personnage, la façon dont il a écrit, la maturité qu'il a mm. pris et tout. Euh, bon, après moi, The Clone Wars, je trouvais ça sympa, mais j'ai jamais été un hardcore fan. Donc, Ouais. je vais regarder ça avec plaisir, hein. Pas de problème. Mais je n'appréhende pas son traitement, si tu veux. Mm. Ok. Voilà. Et toi, notre Après, ami sinon, Mando, sur la qu'est-ce télé, que... Ah, il va y avoir The Acolyte. ouais, The Acolyte. Ah, j'ai pas vu ça, The Acolyte. Et je pense que cette série-là va permettre aussi de prendre un peu la température et l'engouement du public pour toutes ces phases-là, parce que là, on commence quand même à rentrer dans des univers de la partie fan de Star Wars, quoi. Le casual fan de Star Wars qui aime bien quand il passe à la télé ou au cinéma, The Old Republic, il connaît pas, et sur le début, enfin, c'est pas nécessairement ce qui va le faire venir, quoi. Donc, je pense qu'ils vont prendre la température avec ça. Ouais, c'est intéressant. Du coup, Mando, toi, t'avais quoi comme série que tu voulais regarder? Il nous parle d'ailleurs qu'elle va aller chercher, je pense que c'est Ahsoka, Throne, donc Ezra Bridger. Ouais, bah ouais, enfin, toutes les spéculations Mm. vont C'est dans vrai que cette c'est une bonne direction. spéculation, hein. On commence à avoir aussi déjà des rumeurs de casting sur Throne, etc. Mm. Donc, oui, c'est clair que ça va être dans cette direction-là. Après, moi, Throne, de par le fait que c'est l'antagoniste du premier roman de l'univers étendu que j'ai vu, Ah, que j'ai lu avant même la sortie de la menace fantôme, ça va être impressionnant de le voir en live, quoi. ah, Mais bah, je suis hypé de fou, hein, parce que j'adore ce personnage, hein, trop bien. perso. Ouais, ouais. À voir à nouveau comment il va être traité. Il a été Ouais, traité différemment dans ce Clone Wars par rapport au ouais. roman. Donc, on va voir tout ça, mais voilà. Après, est-ce qu'il y aura effectivement Ezra, le protagoniste de Rebels, qui sera présent ou pas? On va voir. On va voir. Je Surprise. pense. Il y a de fortes chances. Ah, j'avoue, Rebels, j'ai pas beaucoup accroché à Rebels. Moi, j'ai un peu décroché. J'ai pas tout regardé. Ouais, ben moi, Rebels, moi j'ai tout regardé, mais bon, il insuffle une dimension mystique ultra forte à l'univers de Star Wars avec sa Filoni. Dans une série animée qui court en parallèle de la saga, c'est intéressant. S'il insuffle ça dans des plus gros projets live, etc., on va voir. Ça peut être super, hein. Ouais. Ça peut aussi pas fonctionner. On va voir. Ah, tiens, Mando, là, The Bad Watch, moi j'ai pas regardé. J'ai eu des avis très très différents. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si toi, Willem, t'avais un avis dessus, tu l'avais regardé. Ouais, j'ai regardé The Bad Batch. Bad Batch, ouais. J'ai moyennement accroché. Bon, c'est divertissant, il n'y a pas de problème, hein. Mais ça sent la commande, en fait. Mm. Ça sent la commande. Bon, il faut savoir que Disney avait arrêté The Clone Wars en plein milieu d'une saison. Tous les fans avaient gueulé à juste titre, parce que c'était un peu raide de faire ça. Ensuite, du coup, ils ont reprogrammé une nouvelle dernière saison pour The Clone Wars derrière, en affichant Clone Wars Saved, sauvé, sauvé de même parce que c'est eux qui l'ont supprimé. Et puis après, et du coup, The Bad Batch est un spin-off en fait de la dernière saison de The Clone Wars. Moi, j'ai trouvé que dans l'écriture et tout, ça sentait quand même la commande. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des choses qui étaient des éléments qui étaient plantés là-dedans, pas avec beaucoup de subtilité, que c'était vraiment dans l'idée de surfer un peu sur la hype de la saison 7 de The Clone Wars. Après, je comprends que ça plaise, parce que moi, j'aime bien The Clone Wars, mais sans plus, et je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, donc ils doivent se régaler. Moi, voilà, une saison 2, pas indispensable, mais après, pourquoi pas, hein. Top. Est-ce que du coup tu aurais quelque chose à ajouter sur Star Wars aujourd'hui? Non. Écoute, qu'est-ce que je peux ajouter à tout ce qu'on vient de dire, Ah, on a perdu Willem. Non, j'ai perdu Willem. Ah. On va essayer de retrouver Willem, on va rappeler Willem. c'est la crise. Je vais essayer de me reconnecter, voir si on peut retrouver Willem, notre ami Willem. Hop, je vais me reconnecter. Mince, on a perdu Willem. Petit Willem. Est-ce qu'il va revenir Willem?
Ouais, j'essaie de retrouver Vinem. J'ai perdu notre ami Vinem. Ah là là, tristesse et déception. On va essayer de rappeler Vinem sur un truc. Est-ce que je peux rajouter Vinem? Hop. Tu copies. Est-ce qu'il peut revenir notre ami Vinem? Est-ce que notre ami Vinem il revient? Ah, petit problème, on a perdu notre invité. Est-ce qu'il a perdu? Je lui ai envoyé un message du coup pour savoir. Est-ce que Willem, tu peux revenir? N'hésitez pas si vous avez une question sur Star Wars en attendant à poser. Tant que Willem arrive à se reconnecter, j'espère qu'il a pas eu un souci. Et puis ouais, Mondo, si t'avais un avis sur Bad Batch, moi je suis preneur parce que je connais pas du tout. Hop, je mets point d'exclamation. D'interrogation. De toute façon, on arrivait un petit peu sur la fin de ce live. J'essaie d'envoyer un petit message à Willem. Est-ce qu'il arrive à rejoindre? Une réunion, moi je vais essayer de rejoindre, je vais essayer de faire un truc. Est-ce que je peux voir? Hop, est-ce que c'est parti? Est-ce que... Hop. Tac. Ah voilà, t'as pu revenir. C'est bon. C'est bon. Ça a fait un blackout d'un coup. Ouais, j'ai fait un blackout, en plus ça fait un vieux son là. Oh là là. Ouais, parce que c'est bon. On passera après. Bon, c'est cool de te retrouver, Vinem. La galaxie est pleine de trous noirs et puis de vortex. Compliqué. Vortex compliqué ce soir, malheureusement. Mais voilà. Intéressant. Il nous disait, Mando, il a adoré les personnages et ils sont vraiment très attachants. Et merci Jean-Bernard pour le follow. Ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, pour clôturer sur Star Wars, je pense que on est passé du cinéma d'auteur au cinéma d'exploitation. Ouais. Mais bon, le cinéma d'exploitation, c'est pas forcément un gros mot. Hein. Il y a énormément de films d'exploitation qui sont excellents et qui sont aujourd'hui des grands classiques du cinéma, hein, toutes décennies confondues. Je pense que c'est quelque chose qui va forcément nécessairement générer de la frustration, parce qu'il va y avoir des projets qui vont pas nous parler, qu'on va pas nécessairement trouver utile, dont on aura la sensation qu'ils vont trahir la saga, etc. etc. C'est quelque chose de désagréable, je le sais bien, je l'ai vécu. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi accepter, et finalement ça va aussi nous proposer des choses inattendues, ou des choses qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Il faut savoir que The Mandalorian, c'est la fusion de deux projets. Star Wars 1313, donc un jeu vidéo qui doit avoir lieu dans les prochaines Coruscant où on incarnait Boba Fett, et Star Wars Underworld, un projet de série live ultra ambitieux proposé par George Lucas, dont une partie du premier épisode est disponible sur YouTube d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir, mais qui coûtait beaucoup trop cher à l'époque en l'état des capacités des effets spéciaux numériques de l'époque. Aujourd'hui, avec le stagecraft de Lucasfilm, donc cette idée d'un dôme entièrement en écran qui permet de projeter directement l'imagerie 3D numérique des décors directement derrière les acteurs et le film en live, c'est quelque chose qui est aujourd'hui techniquement possible. C'est pas dit que ça aurait vu le jour si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm. Donc on va être entre enfer et paradis, mais on aura un petit peu de paradis quand même. Ben top. Du coup, top, c'est parce qu'en plus le jeu vidéo, je crois qu'il était quasiment terminé, le premier 13. Ouais. Était quasiment terminé, donc moi je trouve que c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce que la série elle est vraiment top. Je sais pas si les deux jeux auraient été bien, enfin les deux trucs auraient été bien, mais en tout cas la série c'est sympa. D'ailleurs pour le chat, si vous avez une dernière question pour Willem, après il faut qu'il raccroche, il faut qu'il reparte dans son vaisseau. C'est le moment. Et du coup, Willem, je vais te demander en attendant de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver dans la galaxie. Eh ben, Hyperdrive, vous pouvez la trouver sur n'importe quel agrégateur de podcast. Donc Deezer, iTunes, Podcast Addict, etc. Pas iTunes, pardon, Spotify.
Ensuite, vous pouvez aller sur mon site aussi, hyperdrive.fr, qui regroupe un peu, un petit peu tout ça. Bon, sur Facebook, sur Twitter. Les Chroniques Galactiques sont aussi dispo sur tous les agrégateurs de podcasts. Si vous aimez Star Wars, essayez-vous à une fiction audio faite par des fans, respectueuse de l'univers, tout en étant fun. Enfin, tout du moins, c'est mes intentions dont je parle. Hein. Je sais pas si le résultat est là, mais Ouais. bon, ça marche plutôt pas mal, donc je pense que je pense que c'est qu'il se passe quelque chose. Et puis, vous pouvez aussi les trouver sur YouTube, les Chroniques Galactiques, si vous préférez. Elles sont dispo sur la chaîne de Saga Audio Company, qui les a mises en ligne, et vous trouverez énormément de fiction audio aussi. Voilà. Bah super, ouais, on nous dit vraiment d'écouter tes prochains podcasts. Voilà. Ah bah merci. Mais moi Ils vont aussi, arriver. Ils vont arriver. il me manque le dernier, je crois. La dernière fiction audio, je crois. Écoutez, j'ai pas écouté l'épisode 7. Ça, j'ai écouté le 6 tout à l'heure. Il manque le 7. T'as pas écouté le final? J'ai pas écouté le final. Et non, j'ai pas encore eu le temps d'écouter le final. Du coup. On a mis le paquet. Ouais, j'ai hâte d'aller voir ça. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous, citoyens, citoyennes de la galaxie Star Wars. Merci à Willem pour son pata de s'être garé pas trop loin de chez moi, à quelques parsecs pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, c'est un sujet qu'on aborde assez peu, je trouve, dans la sphère un peu Star Wars. Donc, je suis content que tu l'abordes et je suis content que tu aies pensé à moi. Parce que c'était super intéressant de parler de tout ça. Je suis content d'avoir pu associer deux thématiques qui me sont chères, Star Wars, une grande passion, et l'écologie un petit peu un engagement pour bâtir la société de demain. Donc je suis content qu'on ait pu répondre à ces questions. Si d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à follow la page, ça m'aiderait beaucoup à développer la page. Et sinon, je vous donne rendez-vous vendredi, donc vendredi à 15h, pour un live exceptionnel sur comment créer un podcast. Je vais donner quelques conseils et outils pour vous aider à démarrer votre propre podcast, parce qu'on est tous les deux podcasteurs, et j'ai envie de vous aider aussi à lancer le vôtre si vous êtes intéressé, donc rendez-vous à 15h. Gagnez du temps, suivez les conseils. C'est ça, suivez les conseils de ceux qui ont fait un podcast. Et Voilà. sinon, prochain invité, ça sera Romain Limois, on va parler cette fois-ci de conseils intemporels, comment s'inspirer de conseils qui ont traversé les âges et le temps pour créer son activité et être bien dans sa peau et vivre sereinement. Voilà. Et sinon, je vous donne rendez-vous du 22 au 24 octobre pour un live exceptionnel caritatif pour la SPA. Voilà, j'ai récupéré mon chat moi-même qui s'appelle Louis Napoléon, on se refait pas, à la SPA. Et du coup, je vous donne rendez-vous ce 22 au 24 octobre pour aller récolter un maximum de dons pour nos amis les chats. Et sinon, je vous dis, à très vite, citoyens, et que la force soit avec vous. Citoyenne, créature vivante non genrée, droïde de négoce. C'est Bonne ça. soirée. Petite musique. Et hop.